Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue pour l'interview du dimanche. Et je suis ravi ce dimanche de recevoir Jérôme de la chaîne Créer un second revenu sur laquelle il nous parle de tous ses investissements et aussi de son objectif de vivre la souveraineté. Alors, il va nous parler de ce qu'est la souveraineté financière. Voilà, c'est un terme que j'avais jamais entendu. Donc, voilà, il va nous en parler et il nous montre aussi sa vie de rêve parce que, et oui, il vit dans un très, très beau pays, à Bali, enfin c'est pas un pays d'ailleurs Bali, mais en tout cas dans une très très belle zone. Donc il va nous parler aussi de sa vie de rêve à Bali. Et moi vraiment ce que j'apprécie dans sa chaîne, c'est qu'il nous montre que c'est possible, voilà, c'est d'obtenir vraiment sa liberté et voilà, de partir au bout du monde et de vivre libre grâce à ses investissements. Et Jérôme, merci d'avoir accepté cette interview. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, je sens qu'on va bien profiter, on va bien s'amuser, on va bien partager. Et comme moi, j'adore partager parce que tu viens de dire, ça va être un grand plaisir de pouvoir partager à ta communauté ce qui pourront les inspirer ou ce qu'ils pourront récupérer pour mettre en place dans leurs propres investissements ou expatriation. Donc, merci de l'invitation, Cédric. C'est un plaisir. Alors oui, comme vous voyez, il fait beau chez lui. En tout cas, on voit pas très bien le ciel là. Est-ce que le ciel est bleu? On sait pas. Mais en tout cas, il fait beau. Je vous montrerai pas, du coup, mon ciel à moi parce qu'il est pas bleu et il fait Ah, pas beau. En tout cas, où je suis. Ouais, ça a l'air il sympa. est un peu gris aujourd'hui. Il est un peu gris, mais bon, les palmiers, ça fait rêver quand même. Donc oui, ça a l'air plutôt sympa. En tout cas, ça fait rêver. Voilà, comme quoi, enfin voilà. Encore une fois, faut partir, faut s'ouvrir. C'est une très bonne chose. Et les investissements permettent ça. Donc voilà. Et on va en parler. On va en parler pendant cette petite heure. J'ai jamais tenu une heure, donc à mon avis, ce sera un peu plus d'une heure. Mais voilà, en tout cas, avec de la bonne humeur, du partage, et c'est le but encore une fois de ces interviews. Du coup, tu vas te présenter, savoir qui es-tu, où vis-tu, on vient de le dire, et finalement, qu'est-ce que tu fais pour vivre? Alors, donc, je m'appelle Jérôme. Je suis né en région parisienne, mais mes parents m'ont fait le grand cadeau à 1 an et demi de venir s'installer dans le sud de la France pour des raisons professionnelles. Donc, j'ai grandi en Provence. J'ai grandi dans une cité industrielle où je faisais partie des bourgeois parce que mon père, c'était le DRH de la raffinerie du coin. Et puis, l'été, je passais sur le canton de Saint-Tropez. Donc là, je passais d'un des plus riches à un des plus pauvres. Et ça, j'en parle souvent parce que c'est une gymnastique et surtout, c'est une connaissance de l'humain qui permet de comprendre beaucoup de choses. Bref, j'ai grandi en Provence. Et puis, il y avait deux choses qui m'ont toujours fait rêver, c'est les voyages et l'entrepreneuriat. Euh, et donc, là, maintenant, surtout par rapport au voyage, euh, j'avais prévu en 2019, une fois que j'aurais vendu, j'ai fait une opération d'achat-rénovation, de revente de ma résidence principale, j'avais prévu de partir à Bali, oui, parce que j'étais déjà là en 2016. Et puis, j'ai trop tardé. Et en 2020, on a eu un événement qui nous a tous marqués. Et dès que j'ai pu être libéré de cet emprisonnement, je me suis acheté un fourgon aménagé et le temps que les frontières européennes soient réouvertes, je fais un peu en Estonie, un peu au Portugal, un peu en Espagne. Voilà, je suis à la fois vivre avec mon fourgon aménagé, mais aussi vivre dans des co-living, coworking, rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs dans ces différents pays. Et puis, dès que les frontières se sont réouvertes en dehors de l'Europe, j'ai pris mon billet pour Bali. Alors, ça fait 3 ans que je viens, 5 mois, 3 mois, là ça fait quoi, mon 4e mois, enfin voilà, je fais des pointillés et je suis en train de tester, de trouver, de chercher mon futur camp de base, c'est-à-dire de savoir là où, une fois que j'aurai fini cette partie voyage, où est-ce que je veux m'impatrier, où je veux m'installer. Donc j'ai encore en 2025 un petit test à faire à l'île Maurice pour voir si c'est Bali ou Maurice. J'aime bien avoir ce genre de. C'est des choix. Quand on se donne ces choix-là, c'est des choix pas faciles. Pas faciles. Ah, Tout le monde va rien avoir, tu vois, mais c'est des choix. c'est des choix compliqués entre Maurice ou Bali. Après, ça peut être les deux, hein. Ça Mais peut être les deux, pourquoi pas.
Voilà, j'ai 54 ans, je suis célibataire et puis je me suis construit un patrimoine à la fois par rapport à mes activités de salarié, par rapport à un peu d'entrepreneuriat. Il y a une vingtaine d'années, j'ai importé des 4x4 d'occasion d'Allemagne. Dès que on appelle ça les véhicules d'occasion ont pu être facilement homologables d'un pays à l'autre, j'importais des Jeep Wrangler. Tout simplement parce que j'avais un bateau avec une remorque et qu'il fallait. Voilà, donc je suis allé regarder qu'en Allemagne, c'était moins cher et qu'ils étaient en meilleur état. Et pendant un an, avec mon frère, on allait en Allemagne, on achetait des Jeep Wrangler, on les amenait en France, on les homologuait, enfin, c'était facile à l'époque, et on les revendait. Et puis, je ne sais plus de quoi je parlais, d'entrepreneuriat. Un débrouillard, en fait. Déjà, tu trouves des solutions. Tu as toujours aimé aussi trouver des solutions, chercher des solutions pour augmenter, en tout cas, ton capital ou en tout cas ton train de vie, on va dire. Oui. Et surtout, c'est que depuis 10-15 ans, j'ai changé l'état d'esprit j'appelle ça le français moyen, que j'ai été sur mes problèmes et à râler, parce qu'on est connu quand même pour être des bons râleurs, les Français, à maintenant ne plus, une fois que j'ai une situation difficile, s'il faut pleurer, il faut pleurer, mais en une heure, en une journée, maintenant, je suis focus sur la solution, parce que je me rends compte que il y a que ça qui fait améliorer les choses, c'est pas d'attendre de l'extérieur, c'est vraiment d'accepter les choses et à un moment d'essayer des choses, de tenter des choses, de se tromper beaucoup et comme disait Mandela, tu la connais cette fameuse citation de Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. J'apprends. Très bien. Et du coup, ça a été quoi le déclencheur? Par rapport quoi, au mindset? Ouais, au mindset ou se lancer dans. Enfin, se bouger le cul et arrêter d'être un Français râleur. Je pense que ce qui m'a vraiment, à un moment, fait changer de paradigme, c'est-à-dire chercher à comprendre mon fonctionnement et de chercher autre chose, c'est quand même dans ma carrière professionnelle, j'ai fait 3 burn-out. Le premier burn-out, c'était quand j'étais formateur en gestion de trésorerie. Tous les jours, j'allais en clientèle. C'était un métier que j'ai fait pratiquement pendant 5 ans. Ça a été mon métier de rêve. Je mélangeais de l'informatique, de la finance et de la formation. J'ai kiffé. Vraiment, enfin, c'est un truc des anciens, ça kiffé. J'ai adoré. Mais n'empêche que j'ai fait un burn-out parce que je savais pas du coup gérer mon énergie, gérer mon enthousiasme, et puis je m'épuisais. Et puis après, quand j'ai travaillé pour Airbus Hélicoptère, pareil. Et donc, je me suis dit, c'est quoi ce que je fais mal? Parce qu'un burn-out, c'est pas normal. Et en fait, je me rendais compte que ça a pris des années, hein, en prenant des lectures, en achetant des formations type coaching, que j'ai essayé de comprendre, en fait, j'ai essayé de voir, en fait, ce que je faisais mal, et puis d'essayer de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de voir les choses. Donc, je pense que c'est surtout le démarrage de ce changement de mindset. Je pense que c'est 2007-2008, donc ça fait quoi, une quinzaine d'années maintenant. C'était le deuxième burn-out, celui que j'ai fait chez Airbus Hélicoptère. Que j'étais à fond et puis mon chef m'a sanctionné parce que j'étais trop à fond. C'est un truc de fou. Bon, c'est comme ça. Faut pas être trop bon dans une société parce qu'après, sinon, non, faut rester dans la moyenne. C'est ça, une société. Hein. Faut être au milieu. Faut pas trop être en haut, pas trop être en bas. Ce que j'ai compris, c'est que j'étais pas fait pour les grosses boîtes. Tu vois, enfin, j'aurais pu. À un moment, je me suis dit, c'est à cause de mon chef, ça, ceci, Et puis, à un moment, je me suis dit, non, Jérôme, toi, tu es fait pour les petites boîtes. La première carrière que j'ai fait où je me suis éclaté, c'était une belle PME française. On devait être 300 personnes à travers le monde, mais essentiellement en France. Et c'était une boîte où on avait des super augmentations de salaire parce que nos clients étaient et nos chefs, qui soient contents ou pas de nous, on avait des modes d'augmentation parce que le PDG a dit celui-là, il est super bon en clientèle, les clients l'adorent. Lui, on va lui donner une belle augmentation. Donc, c'était vraiment, voilà, petite entreprise, un peu à management à l'américaine. Je me suis dit, c'est ça, pour moi, les grosses boîtes, je suis trop libre. Libre comme l'air, je pense qu'on se retrouve. Et puis moi,
quelques-unes de tes vidéos depuis pas quelques mois, mais il y en a une qui m'a parlé, c'est quand tu faisais ton bilan mensuel et puis où j'ai bien un commentaire et tu m'as dit bah, tiens pourquoi pas, est-ce qu'on ferait un interview. Et en fait c'est voilà, c'est vraiment depuis un mois que je creuse ta chaîne par rapport à mon besoin, par rapport à Realty, on pourra en parler. Et je pense que bah, on partage certaines valeurs de liberté, moi je parle de souveraineté, mais c'est ouais, c'est surtout de se dire c'est quoi, qui je suis, où est-ce que je suis bon, et de ne pas trouver des et de passer à l'action. Voilà. Et maintenant, je suis bien avec Ok. ça. Je suis très bien. Je suis Bon, heureux. bah, c'est bien. Si tu es aligné avec tes valeurs et dans ton être, c'est très, très important. Du coup, c'est quoi ton objectif? Alors, j'aime bien toujours dire l'objectif SMART. Donc, je sais pas si tu vois SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et timé dans le temps. Du coup, quel est ton objectif SMART au niveau, bon, même pas que les investissements, hein, vraiment dans ta vie, c'est quoi ton objectif SMART? En fait, c'est plus pour moi, les investissements, ils sont en soutien de mes objectifs de vie. Donc, si je vais le plus simple possible, on va dire j'ai un objectif SMART, mais avec 3 versions. La première version, je la vis. C'était de pouvoir commencer à générer des revenus avec le crowdfunding, ce que j'appelle les micro-investissements ou les micro-prêts en bon français. Et c'était de pouvoir me prouver que j'étais capable d'avoir des revenus très stables, enfin très stables, comme tous les mois, j'augmente mes investissements, ça monte, mais très stable en pourcentage. C'est entre 9 et 11% du montant que j'investis. Et je m'étais dit, OK, ça, c'est la première étape et elle est liée à la vie à Bali. Parce que aujourd'hui, enfin le mois dernier, je viens de dépasser les 1 000 euros par mois, brut, hein, à chaque fois que brut, parce que ça dépend où est-ce qu'on vit sur Terre et où est-ce qu'on paye les impôts. Et Bali, on en a parlé avant l'interview, tu m'as expliqué que tu étais déjà venu ici. C'est que soit tu peux vivre pour beaucoup plus qu'en France pour avoir la même qualité de vie, soit si tu veux dépenser la même chose qu'en France, tu vis comme un prince. En tout cas, c'est ça, c'est de me dire, ma première étape, c'est de vivre ma vie de rêve. Donc, je sais ce que je veux dans ma vie de rêve. C'est beaucoup de choses. C'est de pouvoir me faire plaisir, c'est de pouvoir de vivre dans un pays tropical. Et là où à Bali, je sais que c'est que la première version, c'est que moi, j'ai grandi en bord de mer et j'ai toujours fait des activités nautiques. Et je sais qu'à Bali, bon, je me suis essayé un peu au surf, c'est OK, j'arrive à tenir sur la planche, à pas être ridicule malgré mon âge, etc. Je prends du plaisir. Mais la prochaine étape, c'est de faire du bateau à moteur, du bateau à voile. Donc, je sais que dans mon objectif Spark, la version 2, ça peut être Maurice. Soit je le fais très rapidement, il faudra que je teste pour voir si au niveau de vie, au niveau des dépenses mensuelles, finalement, c'est proche de Bali ou si c'est trop éloigné. À ce moment-là, je reviendrai à Bali. Et puis, bah, j'augmenterai mes investissements. J'ai aussi une plateforme et une formation que je vends. Donc, il y a tout ça qui va se cumuler pour financer cette version 2. Et la version 3, c'est faire tout ça, mais en Polynésie française, parce que c'est le rêve de tout grand navigateur. La taille de la Polynésie française, c'est la taille de l'Union, enfin, de l'Europe en entier. Donc, à partir du moment où tu as un voilier, où tu as quelqu'un qui a un voilier, tu as un terrain d'exploration exceptionnel, tu risques pas de t'embêter pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà, donc ça, c'est mes objectifs SMART. Derrière, j'ai mis au niveau de la version 2 et la version 3. Version 2 à 3 000 euros par mois, c'est mon objectif, c'est d'atteindre ça. Et puis Polynésie, je pense que ça sera 5 000 euros et plus, parce que là-bas, la vie a l'air de coûter beaucoup plus cher. Oui, un petit peu plus, mais, mais bon, ça en vaut le coup apparemment. Ok, et bah très clair. On va parler un peu du coup d'investissement, hein, comment tu fais pour obtenir ces revenus que tu viens nous donner. Donc, dans les grandes lignes, après on ira dans le détail. Donc, dans quoi tu as investi? Aujourd'hui, je dois avoir, on va dire, 45% en peer-to-peer. Les plateformes type Pierreberry, Robocash, Esketit, Mintos. Je suis sur 5 ou 6 plateformes. Je suis à peu près à 40% sur des projets agricoles type Finance. Land et Heavy Finance.
Le reste, c'est les reliquats de mes premières expériences depuis un an. Donc, j'ai du financement d'entreprise, j'ai du financement immobilier. Et mon objectif, c'est d'arriver à un tiers, un tiers, un tiers, le dernier tiers, qui aujourd'hui représente que 5%, partie locatif, et c'est la partie realty. Du moment où je vis à l'international, ça ne fait pas sens d'investir en euros. Donc aujourd'hui, je suis à 95% en zone euro. Et c'est plus ce sens d'investir en dollars ou en zone dollar, parce que c'est la monnaie internationale. Et je ne suis pas très confiant sur la parité, enfin en tout cas le taux de change de l'euro par rapport au dollar. Donc en fait, je suis plus en train de récupérer mes investissements sur les, voilà, et commencer à basculer sur du dollar. Enfin, voilà, c'est mon objectif. Aujourd'hui, je suis on va dire à moitié-moitié en peer-to-peer, en agricole. Et l'objectif, c'est d'arriver à un tiers avec la partie locative de Realty. Ok, très bien. Eh ben, on va parler de tout ça. Parfait, nickel. Tu nous as, alors j'ai vu dans une de tes dernières vidéos, plusieurs vidéos, tu nous parles toujours de 200 000 euros investis. Comment tu les as obtenus comment tu as obtenu ces 200 000 euros? Tu nous as parlé un peu en Alors, intro, mais ouais, il y a eu, oui, c'est quand on commence à parler des Jeeps, donc il y a eu à la fois mon premier métier, quand j'étais formateur, j'étais très bien payé. Je pense, parce que c'était en francs à l'époque, enfin bref, peut-être que j'étais payé en équivalent d'euros d'aujourd'hui 4 ou 5 000 euros par mois. Et j'ai jamais été un dépensier. Donc à l'époque, j'investissais pas vraiment. Je mettais de côté, je trouvais que tous les mois, je dépensais, je me faisais plaisir et je voyais que le compte grossissait. Bon, l'argent, après, acheter, donc, les cas vendaient pratiquement tant de marge. Enfin, dans le prix de vente, j'étais pratiquement 30% de marge. Donc c'était très intéressant. Et puis, quand j'ai commencé à investir, j'ai acheté des garages. Alors en VFA, on va dire que j'ai pas vraiment gagné. Je les ai tous revendus depuis que je suis parti de France. Et surtout, ça a été, j'ai acheté une partie d'immeuble quasiment en ruine à côté de Marseille. J'ai fait une opération où j'ai revendu celui qui était en moins bon état d'appartement. Je l'ai revendu en l'état. Et puis ce qui est tout pourri, c'est-à-dire le grenier avec la toiture qui fuyait. Ça a été chaud quand même pour une première opération. Et là, j'ai fait x2 pratiquement sur mon bien. Plus les accidents de vie quand tu as un certain âge, c'est-à-dire que mes parents qui sont partis en 2015-2016. Donc, on va dire aujourd'hui, je dois avoir peut-être moitié-moitié entre ce que j'avais généré et puis ce que j'ai hérité de mes parents à peu près. Et là, aujourd'hui, mon objectif, là, aujourd'hui, concrètement, je suis à peu près à 150 000 euros. 200 000, je pense, c'est mon objectif que j'ai dû partager pour, voilà. Et ça, c'est une partie de mon patrimoine. ok, très clair. Bon, ben, nickel. Et oui, tu nous avais dit, du coup, l'appartement, enfin à Marseille, du coup, tu l'avais fait en résidence principale pour pas payer d'impôts, c'est ça? Ou pas du tout? Non, ou Alors, c'était vraiment une opération de marchand, en fait, enfin marchand, entre guillemets. je me suis adapté par rapport à l'évolution des travaux et au décès de mes parents. Donc, du coup, j'ai habité dans cet appartement le temps de gérer un héritage, une succession. C'est beaucoup d'administratifs et donc voilà, l'appartement venait d'être fini et donc du coup je suis resté le temps de m'occuper de la succession et puis du coup après de remettre en vente. Donc c'est devenu ma résidence principale. C'était une option quand je l'ai acheté en me disant qu'est-ce que j'en fais, etc. Mais ça a été une véritable résidence principale. De toute façon, il ne faut pas jouer avec ça quand on fait une opération. Voilà. En tout cas, ouais, ça a été. Du coup, je n'ai pas payé en effet d'impôt sur cette plus-value. Sur la plus-value. Voilà, c'est C'est un des rares. Je ne sais pas combien de temps ça va rester, ça. En tout Non, cas, ils pour ont essayé de la l'instant, faire sauter dans la dernière loi de finances. En tout cas, il fallait au moins rester 5 ans. Enfin, c'est ce qu'ils voulaient faire passer. Mais bon, comme le gouvernement Barnier a sauté, ça a sauté aussi, tout a sauté. Donc, tant mieux. Mais jusqu'à quand, honnêtement, je ne sais pas. Mais en effet, c'est l'une des niches fiscales, les meilleures niches fiscales françaises, hein. C'est quand même. c'est un super levier en France pour ceux qui veulent se construire rapidement un patrimoine, c'est l'immobilier et celui-là, c'est en particulier, puisqu'il y a du coup, il y a pas de taxes
Ouais, alors, à l'étranger, on ne se rend pas compte, mais en France, avec ça, plus le système bancaire qui, globalement, nous permet d'acheter à crédit des opérations immobilières, je peux te dire, quand tu vas en Estonie, les banques ne te suivent pas. On a vraiment une situation qu'on ne se rend pas compte en France. C'est ce système bancaire et ce système fiscal qui existe encore pour pouvoir générer de l'argent. C'est un super pays si on connaît Pour le ça. mode d'emploi. Non, oui, pour ça. J'avoue, pour ce côté-là, la France, c'est vraiment pas mal, Ouais. mais jusqu'à la preuve, ils ont voulu un peu changer les choses. Et au niveau des banques, ça change aussi un petit peu, malheureusement. Mais bon, en tout cas, il y a quelques années, c'était vraiment le top là-dessus. Ok, on va rentrer du coup sur toute la partie crowdfunding et peer-to-peer lending, parce que bah, honnêtement, tu en parles beaucoup sur ta chaîne et tu as l'air d'être un expert là-dessus. Donc, rappelle-nous rapidement sur quelle plateforme tu investis et aussi rapidement, en 2-3 mots, pourquoi tu investis sur ces plateformes. Income, Esquetit, Pierre Bach, Mintos. Je suis en train de me connecter sur ma plateforme. J'ai commencé mes swappers, en fait. Je ne sais pas si tu investis sur Swapper, si tu connais, ils vendent du 14% par an. Non, mais je suis pas dessus, mais il me tente pas. Et puis ta vidéo m'a encore moins donné envie d'y aller. Bah ouais, parce que quand j'étais en école de commerce, mon option, c'était analyse financière. Donc, je suis allé regarder leur rapport annuel. Et donc, ils expliquent grosso modo que leur passif est plus important que leur actif, quand j'ai traduit en français. Donc, ça veut dire que soit l'entreprise, soit les actionnaires et réaugmentent la société, soit en Estonie, ça veut dire que la société est dissoute. Donc, pas très rassurant. Je rigole, c'est pas marrant pour ceux qui y sont. Non, c'est sûr. Ouais, je te disais, Mais c'est ouais, ça. non, mais ouais, clairement, Swapper, c'est pas celui qui tente le plus dans ce milieu. Je pense qu'en effet, des robots cash, des Pierre Berry, qui ont montré malgré tout de la résistance pendant les crises aussi de la guerre en Ukraine et autres. Donc, je sais que ça a été un peu compliqué. Je crois Pierre Berry, au début, bah, il y avait quand même quelques prêts en Ukraine, je crois. Et en tout cas, on payait, je crois, à terme, on payait. Donc, en tout cas, ils ont su se relever par rapport à ça. Et après, il y a Mintos sur lequel moi, je connais pas trop. Il y a Lender Market qui est aussi un peu dans cet esprit-là. Voilà, c'est un peu les plateformes moi, que je connais. Mais Ce qui est ok. génial avec ces plateformes-là, c'est que moi, je suis un adepte de la diversification. Et ce que je trouve très bien, il y a un côté positif et un côté négatif. C'est que le côté positif, c'est que tu peux investir 10, 20, 50 euros par projet. Du coup, tu te retrouves sur certaines plateformes. J'ai 17 000 euros investis, Mintos et Robocash, je crois. J'ai entre 17 et 20 000 euros d'investis. Donc, si je ramène le robot en disant tu mets entre 50 et 200 euros par projet, ça me fait des centaines de projets sur lesquels je suis investi. Donc, s'il y a un emprunteur qui prend du retard, sachant qu'ils ont une garantie de rachat au bout de 2 mois, c'est ce type de plateforme. Moi, l'impact, il est moindre que c'est l'apprentissage que j'ai appris sur d'autres plateformes. Je l'ai partagé dans ma vidéo mensuelle. Il y a des moments où sur des projets agricoles, je mettais 5 000 euros parce que je voulais aller vite. Quand ce projet agricole se met en retard, je suis impacté beaucoup plus que quand j'ai un projet à 50 euros. Donc ça, je trouve ça très bien. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup moins régulé à ce jour que les plateformes de crowdfunding, on va dire, type immobilier, agricole. Oui. Alors, bon, Il y a des normes européennes. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout ouais, cas, voilà. elles Honnêtement, suivent, elles vu ce payent qui des se passe charges. en ce moment sur le crowdfunding immobilier, leurs normes et leurs certifications, honnêtement, enfin, c'est absolument pas un gage de sécurité de vos revenus. Hein. Enfin, on connaît quand même plein de grosses plateformes en ce moment sur le crowdfunding immobilier qui est un peu dans la mouise, on va dire. Hein. C'est un peu compliqué pour certains investisseurs, dont moi. Voilà, donc, et pourtant, ils ont le PSFP, voilà, ils ont tous leurs agréments européens et AMF et tout, mais c'est pas pour ça que les projets sont bons, quoi. C'est ce que je dis en général. Vaut mieux une bonne plateforme sans agrément et qui propose des bons projets qu'une plateforme régulée, entre guillemets, et qui propose des projets pourris. Donc, face à, encore une fois,
Et c'est, mais je suis d'accord, enfin, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut bien différencier deux choses, la plateforme et les projets. Et les projets, c'est la famille de projets, c'est le type de projet. Si je suis dans l'immobilier, moi, ça fait 1 an que par rapport à la situation budgétaire, économique, administrative de la France, je me suis dit, les projets immobiliers en France, c'est hors de question. Ça ne m'intéresse pas. Mais après, voilà, pour moi, il y a deux analyses à faire. L'analyse de la plateforme, est-ce qu'elle est régulée? Et derrière, les projets, qu'est-ce qu'ils valent? C'est pas parce que la plateforme est régulée que je dois aller à l'aveugle, que je dois aller tout confiance sur les projets. Il faut que j'analyse. Et par exemple, Mintos, pas Mintos, Swapper, elle n'est pas régulée. Ils payent du 14%. Donc, moi, déjà, je commence un peu à m'interroger. Quand je vois qu'ils ont cette problématique-là, pour moi, c'est un no-go direct. Les projets sont rassurants, ce que je t'expliquais, la diversification, mais la plateforme, soit la régulation, plus après l'analyse que j'en fais, chacun a son process, j'imagine que tu as ton propre process. Et pour moi, c'est deux choses qui sont distinctes, et à la fin, c'est pas si elle est régulée, j'y vais. Non, il y a autre chose. C'est pour ça Oui, que mais je il te y en a rejoins beaucoup. là-dessus, Il y a quand même tu as beaucoup bien de gens qui différencié les deux choses. Ouais, il y a quand même beaucoup de gens qui s'arrêtent à c'est régulé par l'AMF, c'est bon, c'est safe. Non, non, enfin, franchement, l'AMF, elle reçoit 10 000 papiers, elle fait bon, bah celui-là, il a rempli les bonnes cases et basta. Enfin, franchement, ils vont pas chercher beaucoup plus loin. Enfin, je l'exagère volontairement, mais enfin, encore une fois, faites vos propres recherches. Enfin, je pense que on le dit tous, ça. Vraiment, faites vos recherches et analysez les projets dans lesquels vous investissez, quoi. Enfin, c'est juste primordial. Faites pas confiance à l'aveugle. Enfin, encore une fois, c'est le message que j'essaie de faire passer. Et vous pouvez avoir confiance en une plateforme, en des personnes, en tout ça, mais voilà, je sais plus c'est quoi la phrase, mais c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Non, c'est l'inverse, mais enfin voilà, n'exclut pas le contrôle, mais il y a un truc comme ça. Mais vraiment, analysez et après, sinon, tant pis, hein, si vous perdez votre argent, ce sera votre responsabilité aussi. Ok, donc peer-to-peer, donc aujourd'hui, tu es à 40%, mais tu vas être à un tiers, je crois que c'est ça. Et L'objectif, c'est de revenir au tiers, oui. ok. Pour toi, c'est quoi les vrais risques sur ces plateformes-là? Pour moi, très bonne question. Les risques, pour moi, on vient d'en parler, c'est-à-dire la plateforme, vu qu'elle est moins régulée, et c'est pour rebondir, et je suis vraiment d'accord, c'est d'analyser, de comprendre là où on met son argent, de ne pas donner sa confiance, de la prêter, de faire des contrôles et de bien comprendre ce que plateforme par plateforme, quel est son historique, quelles sont ses statistiques. Le danger, tu en as parlé avec ce qui s'est passé entre l'Ukraine et la Russie. Donc, il me semble que c'est Pierre Berry. Il me semble que c'est Ouais, c'est Pierre Pierre Berry. Berry. Je suis allé regarder les statistiques il y a une semaine pour mes clients, pour leur montrer justement comment on analysait une plateforme. Et Pierre Berry a démontré, parce qu'ils sont très transparents, que en fonction de l'intermédiaire par lequel ils ont prêté, soit il y a un intermédiaire, au bout de 2 ans, ils ont récupéré, je crois, 95% des prêts qui étaient en défaut, ce qui est énorme. Et sur une autre plateforme, au bout de 6 mois, ils avaient récupéré 100% des prêts. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose. Quelle est la plateforme? Comment elle est structurée? Quels sont les dirigeants? Quels sont les fondateurs? Qui est au capital? Quel est son historique? Quel est son comportement? Etc. etc. Parce que c'est moins régulé. Donc, je veux vraiment pouvoir… pour moi, j'ai une stratégie. Ça, je le fais quand je commence à monter en puissance au niveau des montants investis. Oui, pour 50 euros, enfin, il ne faut pas faire non plus une due diligence de taré, passer une semaine à analyser le truc pour 50 balles. Mais en effet, après, si vous voulez monter en puissance et commencer à mettre peut-être un peu plus de fonds, après aussi, ça dépend aussi de vos fonds. Hein. Si 50 euros, ça En représente pourcentage. Exactement. beaucoup pour vous, voilà, enfin, peut-être, voilà, faites un peu plus de recherche. Mais voilà, au bout d'un moment, c'est sûr que si vous voulez monter à 4-5 chiffres, bon, au bout d'un moment, voilà, 5 chiffres, il faut commencer Enfin, j'espère que vous avez déjà commencé à faire 2-3 recherches quand même sur la plateforme parce que voilà, il n'y allait pas YOLO et tout parce que voilà, clairement. Et moi, je vais te partager. Alors, peut-être que tu fais comme moi, je ne sais pas. Moi, j'ai besoin de mettre de l'argent quelque part. Parce que je ne vais pas faire l'analyse avant. Je mets de l'argent quelque part. Et une fois que j'ai mis l'argent, je me dis où est-ce que j'ai mis l'argent. Alors, ce n'est Eh, pas 10 000 euros hein, quand je commence. C'est
je mets quelque chose, c'est pas que 50 euros. Tu vois, par exemple, Swapper, j'ai mis 1 000 euros. Parce que j'ai l'habitude maintenant, j'ai 150 000 euros investis, donc je me dis, bon, 1 000 euros, bon. Et en fait, ça m'oblige. Après, c'est chacun fait à sa façon, et tu as raison d'appeler à la prudence. Hein. C'est juste que moi, c'est ma façon de fonctionner. J'ai besoin de me mettre en danger, entre guillemets. J'ai besoin de prendre des risques et de me dire, OK, Jérôme, tu l'as mis où ton argent là? C'est quoi que tu as fait? Maintenant, tu vas prendre le temps. Tu es obligé, tu n'as pas le choix. Parce que l'argent est sur leur compte, il est en train de travailler. Maintenant, tu vas faire ta due diligence. Alors, c'est notre façon de fonctionner. Je ne sais pas si tu es comme ça ou tu restes vraiment très prudent dès le début. Non, non, je te rejoins un peu. Et en effet, enfin, son analyse fait aussi partie de l'expérience qu'on a avec la plateforme. Donc, alors moi, je mets pas 1 000 euros. Au début, je commence petit. Je mets 100, 200, 500. Voilà. Et là, par exemple, RoboCash, en ce moment, ouais, je monte en puissance parce que voilà, j'ai testé avec 200 balles. Pendant 3 mois, j'ai testé 200 balles. J'ai vu que ça marche. Bon, bah voilà, là, je commence à monter un peu plus en puissance sur RoboCash. Mais voilà, clairement, j'essaie d'aller. Moi, j'y vais plus à tâtons et voilà, je mets pas la maison tout de suite, quoi. Enfin, après 1 000 euros, c'est pas la maison. Mais, mais voilà, donc j'essaye vraiment. Mais en effet, que tu as raison. Enfin, l'expérience qu'on a avec la plateforme fait partie aussi de son analyse. Donc, pour ça, moi, je dis d'y aller progressivement sur des plateformes, voilà, enfin, tout type de plateforme. Testez, enfin, franchement, mettez 50 balles, 100 balles. J'espère que pour vous, c'est pas beaucoup. Et voilà, et faites votre expérience par rapport à ça. En plus, souvent, il y a des bonus qui vous permettent de tester avec, souvent, ils vous donnent 50 euros. Enfin, voilà, les plateformes, elles offrent quand même des bonus souvent à l'entrée. Donc, testez avec ça. Ça coûte quasiment rien et vous le testez et vous voyez. Enfin, et après, si ça vous plaît, vous continuez. Donc, voilà. Enfin, honnêtement, je pense que c'est un J'imagine très bon moyen. J'imagine que sur ton site, tu dois avoir la liste des bonus, non, pour les gens qui veulent essayer. Oui, ouais, j'en parle sous les vidéos, il y en a ce truc. Donc, ouais, en Ok. effet, il y a quasiment toutes les plateformes offrent des bonus. Donc, vraiment, n'hésitez pas. C'est assez simple. Euh, ok, on parle un peu de crowdfunding aussi. Donc, je crois que tu es plus agricole que immobilier. Si tu... Bah, du coup, Ouais. oui, parce que l'immobilier, j'ai pas. Enfin, en France, j'ai pas confiance depuis 1 an. Et, euh, et les projets, en fait, c'est par rapport à mon objectif au début, c'était de me créer une rente. Donc, quand j'ai démarré, ma première opération, c'est une plateforme qui pose vraiment problème. C'est Reinvest24 en Estonie, ce qui ne paye plus depuis août dernier. Et j'ai commencé, on parlait de ça, tu rebondir, j'ai commencé avec 100 euros. Donc, les 100 euros, je ne sais pas s'ils sont perdus, mais aujourd'hui, 100 euros, ça représente un pouillème. Et j'imagine bien qu'à un moment, je vais récupérer une partie de ces 100 euros ou pas. Bon, c'est l'apprentissage. Ça me coûtera moins cher 100 euros que d'avoir acheté une formation, qui est toujours utile, d'acheter une formation. Je sais que toi, tu fais des formations sur Realty, qui ne coûtent pas ce prix-là. Elles ne sont pas assez chères, tes formations, d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, je considère que quand je perds 100 euros, bon, c'est le prix d'une formation. Après, j'ai voulu faire la première brique parce que c'est le truc le plus facile. Et je me suis rendu compte que par rapport à mon objectif de création de rente, la première brique, il faut attendre 6 mois, 9 mois, 12 mois pour avoir son capital remboursé et ses intérêts. C'est très bien, c'est une plateforme très bien par rapport à ses besoins. Et donc, moi, mon besoin, c'était de me créer des rentes et donc d'avoir des projets, des plateformes et des projets qui allaient me payer tous les mois. Et c'est comme ça que j'ai découvert et que j'ai été du coup vers les projets agricoles parce qu'il y a beaucoup de choix sur Heavy Finance et Land. Tous les jours, il y a plusieurs projets en cours de collecte en permanence. Et des fois, ça monte à 10 ou 15 projets en cours de collecte. Donc, il y a du choix. Les projets se financent assez rapidement. Ça, quand je mets l'argent, je sais que, bon, ça c'est un apprentissage que j'ai eu aussi, mais voilà, j'ai compris que je sais qu'il faut que j'investisse sur des projets qui sont pas loin de la clôture, qui sont pas loin de la finalisation. Et en fait, j'avais moins enfin, c'est dans ma phase d'apprentissage, hein, quand tu m'as dit que je ne suis pas un expert, c'est moi, j'apprends, je partage, voilà, j'en connais plus qu'un débutant, ce que j'étais il y a 1 an, mais je ne considère pas comme un expert. Mais en tout cas, par rapport à mon parcours, je n'avais pas trouvé dans les projets immobiliers en Europe autant de choix. Après, j'ai trouvé, par exemple, il y a une plateforme sur laquelle j'ai commencé à investir qui est InRento. Je ne sais pas si tu le connais, dans les pays baltes. C'est des projets immobiliers qui est un mélange de
rentabilité mensuelle, c'est-à-dire que tu as une partie des loyers, donc ils vont investir dans une chambre d'hôtel ou sur de l'immobilier locatif, avec un projet qui va durer X années, et à la fin, à la revente, tu récupères une partie de la plus-value. Donc, c'est un mix de tu prêtes de l'argent et c'est pas que tu rentres au capital, mais tu bénéficies de la revente, parce que c'est pour les pays baltes, je crois que l'augmentation du prix au mètre carré depuis des années, c'est entre 10 et 15% par an, le prix de l'immobilier là-bas. Donc, il y a des plus-values intéressantes à faire. Donc, c'est pour ça que je suis allé sur les projets agricoles. Voilà, aujourd'hui, c'est à peu près 40% de mes projets. Et je suis à l'aise avec ça parce que j'aime bien parce c'est des projets qui sont en général assez courts, qui ont des très bonnes rentabilités. Pour moi, c'est les meilleures rentabilités de mon portefeuille. Et donc, s'il y a quelques retards, bah, finalement, je reviens à une rentabilité normale. Donc, ça me va bien. Surtout avec Land. Finance, c'est un peu plus compliqué. Oui. Et surtout, c'est qu'il y a, en fonction des projets, des actifs pris en garantie, en collatéral. Ouais. Soit Bah, un matériel agricole, un bâtiment, des récoltes, etc. Et en général, avec des LTV, donc en fait, la valeur d'une garantie qui est en général presque 2 fois plus importante que le prêt qui est accordé. Donc pour moi, c'est des choses qui sont très rassurantes. Ouais, du coup, je voulais qu'on parle aussi du collatéral par rapport à ça. Toi, j'ai vu dans une vidéo, toi, tu préférais du coup plus le collatéral, on va dire, ce qui va être récolte ou du coup matériel agricole. À contrario, moi, en général, j'ai investi uniquement sur des terres, en tout cas en collatéral. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu préfères ça? Alors, ça fait partie, pour moi, des choses quand je monte en puissance, j'essaye de réfléchir à les règles d'engagement, si on parle comme des militaires. Et c'est quelque chose que je me suis dit. Je n'ai pas encore aujourd'hui des statistiques, parce que sur Land, en fait, ils n'expliquent pas les retards. Je n'ai pas trouvé, en tout cas, les retards, le détail des projets pour pouvoir d'ailleurs trouver des statistiques. Est-ce que c'est plutôt les retards les plus compliqués? Est-ce que c'est, quel est le collatéral? Je ne sais pas si toi, du coup, tu as su des statistiques par rapport à des retards que tu aurais eu et que, du coup, tu as pris, parce que ta décision, elle est issue de cette analyse-là. Moi, je n'ai pas encore eu, sur mes retards, d'analyse claire, on appelle ça, de choses qui clairement me démontrent que c'est l'un ou l'autre qui est à privilégier. C'est juste quelque chose, un ressenti, pour pouvoir avancer en me disant, il faut que je passe par une règle, je reviendrai dessus lorsque j'aurai des chiffres, mais j'ai considéré que des terrains, ça prendrait plus de temps à être revendu. Voilà, c'est juste une opinion, c'est pas un fait. Ouais, bah, je te rejoins. Voilà. Je te rejoins sur ça et on le voit d'ailleurs sur le crowdfunding immobilier. Enfin, c'est compliqué. La justice est longue et elle est pas longue que en France. Hein, elle est longue dans tous les pays. Donc sur Heavy Finance, oui, j'ai quelques retards aussi. Alors, sur et Heavy on voit que les Finance, décisions de courte, ça met du temps en tout cas. Donc ça avance, mais j'ai en effet, quelques retards. eh ben, tu Et vois, on peut dire sur Heavy Finance, j'ai un défaut sur un projet de financement d'entreprise de besoin de fonds de roulement en France. Et j'ai pu, du coup, voir la différence de traitement des retards. Chez eFinance, il y a des retards qui durent depuis quand même 6 mois. Pour moi, c'est plus du retard, c'est du défaut. Et ils sont transparents. Ils disent, voilà, on a envoyé un texto, on a envoyé un email, on a envoyé ceci, cela. Enfin, je ne sais pas si tu as vu la liste des étapes avant. Voilà, c'est énorme. Il y a une vingtaine ou une trentaine d'étapes. Et du coup, moi, il y a un truc que je n'ai pas apprécié chez eFinance, c'est que sur un projet en particulier, ils ont communiqué en disant, bah, l'emprunteur ne peut pas rembourser, donc on a changé les termes du prêt, c'est-à-dire qu'on a refinancé. Et je n'ai pas voté. Je dis ça parce que l'entreprise en France, la plateforme, c'est Udigo, petite plateforme, mais c'est quand même des montants assez importants à chaque fois. Je crois que le billet minimum, c'est 2 000 €. Sur le projet qui est en défaut, ils nous ont écrit,
en nous demandant notre opinion, de voter. Et je crois que sur certaines plateformes, Sur tu en toutes les as qui plateformes, donc demandent le c'est vote. comme ça. Et ben, c'est là où je me suis rendu compte que c'était un des critères que je n'avais pas pris en compte, que je n'avais pas analysé et que j'analyse maintenant sur mes plateformes, c'est en cas de défaut, qui est privilégié par la plateforme, l'emprunteur ou l'investisseur? Et pour moi, Heavy Finance, il privilégie l'emprunteur. Et ça me va plus. Ouais, bon. Moi, je l'ai pas eu ce cas-là encore sur Heavy Finance. Après, voilà, est-ce qu'ils privilégient mais en tout cas, ils prennent la décision par eux-mêmes et j'avoue que je suis pas aligné avec ça parce que je pense que c'est à chacun de décider. Il a mis son argent, c'est à lui de décider ce qu'ils veulent. Je suis pas toujours aligné avec les votes d'autres personnes sur crowdfunding immobilier où à chaque fois ils veulent rajouter du coup augmenter les pénalités, augmenter. Bon, moi je suis pas aligné à ça parce que je trouve que de rajouter trop de pénalités au bout d'un moment, bah ça va le mettre encore plus en difficulté du coup le porteur de projet et donc il y a plus de risques de ne pas récupérer son argent. Donc parfois les gens sont un peu greedy, donc ils veulent toujours un peu ils veulent toujours plus d'argent, mais clairement c'est pas, je pense pas que ce soit la meilleure solution. Mais au moins ils ont voté en leur âme et conscience et en effet quand on vote, enfin en tout cas quand on investit dans ce type de projet, on est comme dans une copro, donc ça veut dire on est aussi dépendant des autres investisseurs. On n'a qu'une fraction, une part en tout cas de la totalité du prêt, en tout cas pour le crowdfunding. Donc, on est dépendant des autres. Donc, ça, il faut bien l'avoir en tête aussi. Ok, bon, bah, on a compris. Donc, Land mieux que AV Finance. Malheureusement, je suis que sur AV Finance. Ok, très clair. Et aligné sur le crowdfunding, ce que tu as dit tout à l'heure. En effet, avec le côté un peu, j'en ai parlé avec dans une précédente interview, le côté du coup, c'était pas Jérôme, pardon, c'était, j'ai oublié son nom, peu importe. Mais en gros, il disait aussi le côté gamification où, voilà, en effet, des revenus tous les mois et c'est quand même aussi bien. Enfin, je comprends que c'est aussi un intérêt. C'est aussi pour ça que j'avais plus investi sur Club Funding parce que Club Funding, c'est tous les mois. Après, le ticket moyen, enfin, le ticket d'entrée est un peu élevé. Et la première brique, c'est pour ça que je ne monte pas aussi en puissance parce que, voilà, en effet, on ne sait pas quand ça arrive et je trouve ça moyen. Alors, pour faire travailler son argent, pourquoi pas? Mais voilà, en tout cas, dans l'esprit et l'objectif d'avoir des rentes et de vivre de ses investissements, clairement, ce n'est pas une plateforme adaptée. Ok, et on va aller sur une plateforme. En tout cas, tu vas nous dire si elle est adaptée à ton objectif, Realty. Euh, Pourquoi as-tu commencé à investir sur Realty? Oula, ça remonte à il y a un an. Pourquoi? Parce que, tu sais, toutes les plateformes sur lesquelles j'ai investi, aujourd'hui, je suis sur 17 plateformes, j'étais en phase d'exploration. Donc, je trouve une plateforme, j'y vais, ce que je t'expliquais tout à l'heure, je mets de l'argent et après, j'essaie de comprendre. Donc, pourquoi est-ce que je suis allé sur Realty en particulier? J'ai vu passer une vidéo, j'ai vu, tiens, ça existe, je teste. Pourquoi? Il faut tester, voir si ça peut, voir comment ça fonctionne, et puis voir du coup, par rapport à mon objectif clair depuis le début, qui est de me créer des rentes, est-ce que ça correspond ou pas? Si je transforme ta question, c'est pourquoi aujourd'hui j'y suis et pourquoi aujourd'hui je Non. veux On va venir crescendo, vas-y, augmenter. on va faire crescendo. Ah ouais, Est-ce que voilà. Et non, mais après, c'est un point hyper important, ce que je voulais aborder avant ça. C'est, alors, un peu lié aussi à ton âge, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes, voilà, les crypto boys qui ont 20 ans et qui, voilà, pour eux, bon, il n'y a aucun souci, tout est wonderful dans le milieu de la blockchain, la DeFi et autres. Mais pour, voilà, des personnes aussi un peu plus âgées, hein, et je me mets dedans, hein, parce que, voilà, j'ai bientôt 40 ans. Mais est-ce que tu avais, on m'a dit parfois quand même que la prise en main n'est pas forcément simple sur Realty. Est-ce que toi, tu avais des craintes par rapport au fait que ce soit aussi sur la blockchain? Comment tu l'as appréhendé et comment tu as fait? Raconte-nous. Alors, le fait que ce soit sur la blockchain, pour répondre à la question numéro 2, m'a pas amené de crainte puisque j'avais déjà commencé à investir sur des cryptos largement, enfin plusieurs années avant. Donc, j'avais déjà l'usage du wallet, etc. Après, la mise en main, même aujourd'hui, parce que du coup, il y a une semaine, j'ai recommencé à réinvestir. Ça faisait des mois que je n'avais pas investi. Oula, mais comment il faut faire déjà? Ouais, bon, c'est vrai que
ça demande un tuto bien précis. Pour moi, c'est la plateforme qui est pour moi la plus compliquée à mettre en place, surtout quand on a besoin, bon, si on ne vient pas de la crypto, si on a besoin de transformer des monnaies type euro, les transformer en USDC par exemple, et par tout ça, rapport ouais. à voilà, stablecoin pour pouvoir les. Donc ça déjà c'est une étape, voilà. Et puis derrière connecter quand on fait l'achat sur Realty pour pouvoir connecter son bon, tout ça c'est un monde nouveau. Et donc je pense que c'est bien pour des gens qui sont, tu sais, les early adopters. Moi, j'ai toujours été un geek. Je suis un vieux. Enfin, je suis un jeune vieux. Un jeune vieux. Euh, mais voilà, tiens, il y a quelque chose de nouveau. Je vais prendre le temps. Je vais essayer de comprendre. Après, je me crée un process et puis je l'ai enregistré et puis je reviens dessus. Voilà. Donc oui, la prise en main, elle est quand même plus compliquée que d'aller investir sur la première brique, sur Heavy Finance, sur Pierre Béry, etc. Clairement, ouais. Ok. Du coup, juste avant, on parlait notamment du test. Enfin, est-ce que tu as commencé avec, pareil, 100 $ ou tu as mis 1000 $ pour tester, pour t'obliger après à faire tes recherches ou comment tu as fonctionné par rapport à ça? Oui, oui, je pense que la première, j'ai dû mettre 2 tokens. Hmm. Et puis la semaine suivante, j'ai dû mettre 2000 $. Ok, très clair. Et là, c'était un immeuble. C'était un immeuble. J'ai eu la chance, il y a à peu près, je ne sais plus exactement, on va dire ça remonte à il y a un an. J'ai eu la chance qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'immeubles qui sortaient. Et moi, ça me rassurait parce que je me disais, bon, s'il y a 10, 15, 20, 30 locataires, c'est l'immeuble de rapport, répartition du risque, ça me va bien. Je n'avais pas investi sur des petites maisons. Là, je commence à investir sur des petites maisons parce que je veux accélérer. Il y a un peu moins d'immeubles. Mais il y a un immeuble en soi. Bon, on peut encore Ouais, il est investir passé. dessus. Il y a 2 immeubles qui sont passés la semaine dernière. Ouais, qui était pas mal, qui était correct. Et t'as fait quoi comme recherche et qu'est-ce Et que tu as d'ailleurs, trouvé? je suis tes analyses, tes notations pour aller en priorité investir sur telle maison ou sur tel immeuble. Pour ceux qui découvrent la vidéo Libre comme l'air avec ce podcast, cette interview, etc. Ouais, allez regarder, ces analyses sont très pertinentes et sont très utiles. Ouais, mais après, n'oubliez pas quand même de faire vos propres recherches. Encore une fois, ce n'est qu'une vision d'une personne lambda qui vous partage, lui, ses recherches. Quelle recherche tu as fait après sur Realty au bout de tes 2000 $ et qu'est-ce que tu as trouvé qui t'a intéressé, on va dire, ou rassuré? Bah, moi, j'ai fait une vidéo complète sur Realty en utilisant mes critères type crowdfunding. Donc, il y avait beaucoup de choses. C'est pas régulé. Et en fait, je me dis, mais c'est quand même incroyable, c'est que je pense que c'est la plus mauvaise note que j'ai donnée à une plateforme, sachant que ce que je voyais dedans m'intéressait beaucoup. Il y a une structure juridique qui est montée. Pour chaque investissement, on est coactionnaire, on ne peut pas être copropriété. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la LLC qui a été créée. Et ça, pour moi, c'est très rassurant. Realty, la plateforme qui organise tout ça, c'est une plateforme et il y a pour chaque immeuble, maison, il y a une LLC qui est montée où on est actionnaire via la blockchain. Donc et on va dire, si on utilise le mot de l'ancienne finance, on va dire, c'est l'équivalent d'être actionnaire. Et ça, pour moi, c'est super rassurant parce que si la plateforme disparaît ou fait des bêtises, projet par projet, il y a les loyers qui rentrent, il y a les frais qui sont payés, et puis il y a nous, on récupère nos loyers. Donc, c'est pour moi très rassurant par rapport à. En fait, moi, les analyses que je fais, c'est par rapport aux plateformes. Donc, c'était quand j'ai vu que la plateforme, finalement, elle n'était pas. Quand on donnait de l'argent sur un projet, il ne restait pas dans la plateforme. Il était vraiment sur le projet. Et ça, c'est un truc qui m'a enthousiasmé. Du coup, c'est quoi les critères qui ont fait que ça a dégradé cette note? Parce que j'ai vu cette vidéo, en effet, qui était ta note paradoxale. C'est en effet, tu as l'air quand même enthousiaste auprès de la plateforme, mais tu es presque déçu d'avoir mis une mauvaise note. Donc,
Pourquoi Qu'est-ce qui a fait que ça a dégradé sa note? Parce que du coup, il y a quand même des raisons. Bah, écoute, pour pouvoir te répondre, il faudrait que je retourne dans mes notes parce que Et je j'ai sais une que ça mémoire fait un assez moment. sélective. Tu sais, moi, je suis un peu à l'africaine, hein. C'est hier, aujourd'hui, demain. Donc, je ne sais plus exactement ce que j'ai partagé. Allez voir du coup la Dans ces vidéo. vidéos. Déjà, allez vous abonner du coup, à sa chaîne. Ça, c'est la première chose à faire. Il faut aller s'abonner. Et du coup, allez voir la vidéo d'analyse qui était honnêtement très intéressante. Et au moins, ça permet aussi d'avoir une vision un peu contrastée. Et c'est toujours important de pas. Enfin, je vous dis toujours de ne pas être fan. Enfin, il ne faut pas être fan de ces investissements, pas être fan des plateformes. Faut savoir garder, il faut savoir prendre du recul aussi par rapport à tout ça. Et donc, au moins, dans cette vidéo, donc là, tu ne te rappelles plus forcément des critères, mais en tout cas, il y a des critères aussi. Voilà, faut se rappeler que tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. Et encore une fois, je préfère le rappeler là-dessus et faites vos propres recherches, encore une fois, par rapport à tout ça. Je le dis à chaque fois, mais vraiment, c'est important. Donc voilà, et ça, c'est aller voir du coup vraiment cette vidéo. Vas-y, on passe à autre chose. Donc, ça fait 1 an que tu es sur Realty, si je comprends bien. Tu as commencé Oui. à investir sur LT. Parfait. Du coup, et ta stratégie, c'est quoi? Alors, j'ai compris qu'au début, tu préférais investir sur plutôt des immeubles par rapport aussi au risque de vacances locatives. Est-ce qu'aujourd'hui, ta stratégie, elle a évolué? Oui, aujourd'hui, elle est à chaque fois qu'il y a une maison, c'est d'aller prendre au moins un token. Et puis, en fonction. J'avoue que projet par projet, je ne vais pas aller faire ce que tu conseilles à juste titre, d'aller faire l'analyse très poussée, le quartier, le taux de criminalité, etc. Je suis plus dans je prends mon risque. Si à un moment, bah déjà, je privilégie, tu vois, par exemple, les immeubles qui sont passés, c'était il y a une semaine, je crois, ou en début de semaine, je ne sais même plus. Enfin, je suis à l'africaine, c'est hier, aujourd'hui, demain, hein, donc il y Une a quelques semaine, jours. hein. Euh, ouais. Voilà. S'il y a un immeuble, bah, je vais prendre 20 tokens, ou 10 tokens, ou 30 tokens. Grosso modo, on va dire, tiens, pourquoi pas, c'est pour être une règle que je m'invente là, un token par locataire. Et Et donc, c'est du ce coup, je répartis que mon risque. j'avais interviewé quelqu'un, enfin un des premiers investisseurs Realty qui a en effet, toutes les propriétés. Et lui, sa règle, c'est ça, c'est au minimum un token par unit, donc enfin par locataire. Donc en effet, ça peut être une bonne stratégie. Allez, je t'ai coupé de Je dirais que pour l'instant, tu sais, moi j'ai. Non, mais tu as bien fait. Pour l'instant, donc j'en suis à, je crois, 6 000 $, 5 900 investis chez Realty. Donc, je suis dans une phase de. J'accélère les mêmes bêtises peut-être que j'ai fait sur Heavy Finance, sur Land, c'est-à-dire que sur Land, 5 000 € par projet. Quand le projet il est en retard pendant un mois, ça impacte mes revenus mensuels. Donc, j'apprends. Mais je suis vraiment en phase de toute façon. Euh, c'est du concret, c'est de la pierre. On est dans une zone économique qui, a priori, va plutôt se dynamiser. On est sur une parité de l'euro-dollar. Le dollar, je n'y crois pas spécialement, mais l'euro est en train de se casser la figure par rapport à beaucoup de devises. Donc, finalement, même si à un moment, sur quelques projets, j'ai de la vacance locative, j'ai un problème, sur l'ensemble de mes investissements, j'y serai gagnant, parce qu'à un moment, il faut être probabiliste. Moi, je suis un probabiliste. C'est-à-dire que si je consacre 1 heure pour un projet pour aller investir 50 $, ça va m'énerver. Jérôme, tu as autre chose à faire pendant 1 heure d'analyser un projet. Maintenant, si j'investis massivement et que en faisant des bêtises, entre guillemets, peut-être pas le bon terme, en tout cas en n'étant pas super intelligent, mais qu'au bout du compte, je perds 0,5% par an de rentabilité parce que j'ai fait des mauvais choix, je suis à l'aise avec ça, honnêtement. Et ça ne m'aura pas coûté, si je dois investir sur 2 projets par semaine, ça ne m'aura pas coûté centaines d'heures d'analyse. Très clair. Bon, et sinon tu gagnes du temps En et tu fait, c'est regardes en vraiment effet mes analyses. c'est ça, ouais, tes analyses, c'est ça, c'est vraiment, il faut être probabiliste, c'est se dire, c'est quoi la probabilité qu'il y a un défaut? Ok, il est là, il existe. Et c'est quoi l'impact sur ma rentabilité globale? Et est-ce que ce défaut-là, ça vaut le coup d'aller l'éliminer en consacrant une centaine d'heures par an? Bah, non.
Moi, non. Mon choix, hein, c'est un choix personnel. Hein. Après, chacun fait à sa manière en fonction de sa gestion du risque. Je fais comme toi. Maintenant, je fais du Cédric, c'est faites vos recherches. Et, non, surtout, c'est énorme. Je rigole, mais en fait, c'est vraiment faire en fonction de sa personnalité. Il faut se connaître et être à l'aise avec le risque que l'on prend. Et assumer après. C'est important. Donc, il faut être à Et l'aise avec assumer. ça et l'assumer. Parce que des fois, il y a des gens qui n'assument pas et que c'est la faute des autres, non? Ce sera jamais de ma faute. Je vous dis tout de suite, c'est faites vos propres recherches. Je le redis. Et voilà. Ok. Donc, aujourd'hui, donc 6 000 $. Ton objectif, c'est d'atteindre combien à peu près? 60, 70 000 $. Puisque l'objectif, ça va être d'arriver à un tiers. Et puis, comme je vais augmenter cette partie, ce que j'appelle crowdfunding, sachant que c'est. Bon. En tout cas, voilà, voilà, je pense que ça sera 60, 70 000 $. Tiens, en même temps que tu me poses la question, ça c'est intéressant de me poser aussi une durée, enfin une date limite. En fait, la problématique que j'ai avec Realty, c'est de trouver le nombre de projets, parce qu'ils se partent vite, les petits projets. Et c'est là où je me suis beaucoup intéressé à ta chaîne et puis l'interview que tu as fait. Ah mince, non, c'est pas Patrick. Pat, il s'appelle son outil qui remplace, enfin qui complète Ah, le Fred YAM. Pito, ouais. Fred Pito, ouais. Fred. Donc, ça va être en fait en fonction de ma capacité à trouver ces outils-là, de commencer à les maîtriser et de voir s'il est pertinent de passer par le marché secondaire. J'ai bien écouté les recommandations, en tout cas les avertissements que tu as donnés par rapport au, on appelle ça, Au premium, oui. coût au premium Mm. que l'on a. Donc après, voilà, j'ai un choix à faire. Et donc, c'est ça, ma problématique avec Realty, c'est trouver une manière de pouvoir trouver des projets en marché primaire, Premium, oui. enfin, premier, je ne sais pas comment on dit, et le marché secondaire. Donc, ça va être ça. Ok. Mais on va dire d'ici 3 mois, voilà, l'objectif d'ici 3 mois, c'est d'arriver à ce montant investi. Ok. 3 mois. Ok. Bon, du coup, c'est assez rapide. Ok. Très clair. Comment toi, tu vois l'évolution de la plateforme? Oh, bonne Et de question. l'univers même de Realty, parce que ça va au-delà de la plateforme. Realty, c'est un univers, c'est un écosystème. Voilà, là, il y a la DAO. Est-ce que d'ailleurs c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas du tout, ce qui peut se comprendre? Ou voilà, comment tu vois et qu'est-ce que tu aimerais aussi, dans quel, on va dire, dans quel sens tu aimerais qu'elle aille? Est-ce que tu aimerais qu'elle investisse en Asie? Parce qu'il parle de l'Asie, donc tu es à Bali, tu es haute. Est-ce que tu aimerais qu'ils aillent dans d'autres régions du monde? Ou voilà, qu'est-ce qui t'intéresserait? Alors, pour prendre les questions, qu'est-ce que je pense de la plateforme, de son évolution? En fait, je ne suis pas du tout les community calls, je ne suis pas l'évolution de la plateforme parce qu'aujourd'hui, je suis sur 17 plateformes. Je suis vraiment j'ai démarré dans une stratégie de montée en puissance en utilisant la diversification. Donc maintenant, je sais quelles sont les plateformes qui m'intéressent plus que d'autres, et donc je creuse un peu plus. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de retard, voilà, pour moi, Realty, on va dire encore à ce jour, c'est une plateforme comme les autres, donc j'ai pas trop creusé l'univers Realty. J'ai commencé par contre déjà à utiliser leur technologie sur d'autres types de projets, puisque j'ai investi 100 $ sur CleanSat Mining, donc les minages des fermes de minage. Et c'est la technologie. De toute façon, c'est eux qui sont je Derrière. crois, actionnaires, ouais, ils sont actionnaires majoritaires, je crois. Ouais, minoritaire, je crois que c'est Grand Angle, mais avec Richard Détente et autres. Mais en tout cas, ils sont Ouais, dedans. Ça. enfin, je sais que bon, en tout cas, voilà, en tout cas, ils sont vraiment partie prenante. Donc, j'ai vu que leur technologie, elle pouvait être appliquée ailleurs. Donc, ça, c'est un truc que je trouve très intéressant. Ils sont très novateurs. Ça j'aime bien. Et oui, j'aimerais bien que moi, ma grande problématique, c'est de pouvoir avoir des revenus de différentes zones géographiques et de différentes devises. Donc oui, pour répondre à ta dernière question, c'est quelque chose que je cherche via Realty ou via d'autres plateformes, c'est de trouver des plateformes où, en tant que, pour l'instant, je suis encore résident français, parce que tu as aussi, quand tu es inscrit à une plateforme, bah, quelle est ta résidence fiscale, tu peux ou tu peux pas. Par exemple, Realty n'est pas ouvert aux Américains. Mhm. D'accord. Et nous, on peut pas aller sur des plateformes américaines. Enfin, voilà. Donc, c'est ça. Si à un moment j'ai une plateforme type Realty,
Mais bon, j'ai l'impression que pour l'instant, ils sont plus en phase cocotte minute, c'est-à-dire au maximum de leur capacité humaine. Je suis pas sûr que c'est ce qu'il faut leur souhaiter d'aller ouvrir trop de projets en même temps. Je pense que c'est un peu le danger d'une start-up, une entreprise qui a une forte croissance, c'est besoin en fond de roulement et de savoir, quand tu regardes, tiens, je fais pas mal de vidéos comme toi, je m'intéresse beaucoup au parcours de GoPro. GoPro, ils ont brûlé beaucoup d'argent et beaucoup de ressources humaines sur des projets inutiles et c'est a priori peut-être ce qui va les amener à leur perte. Donc voilà, c'est bien d'avoir une entreprise spécialisée qui est focus et qui évolue peut-être moins rapidement que ce que souhaite la communauté, mais en étant prudente. Et bon, je te rejoins là-dessus, hein. Parfois, à vouloir trop se diversifier, s'éparpiller, voilà, ce côté-là, bah, je trouve ça dangereux. Voilà, encore une fois, je trouve que chaque plateforme a son expertise et clairement, leur expertise, il est aux États-Unis, il est bon, à Rose Belt, mais bon, ce serait bien un peu de se diversifier aux États-Unis, mais déjà, clairement, ils ont une expertise là-dessus et pour moi, qu'ils y restent. Et après, moi, je suis plus partisan, en effet, de se diversifier comme toi, diversifier son risque. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait aussi d'autres plateformes qui émergent. Ce serait aussi pas mal. Et justement, c'est ma question suivante. Est-ce que tu as investi sur d'autres projets d'immobilier tokenisés ou sinon, est-ce que tu en as en ligne de mire? Tokenisé, non. Immobilier locatif, in rento, mais c'est pas du tokenisé. J'ai pas encore démarré ma recherche. Donc, si tu as des choses à partager, je suis preneur. J'ai une vidéo qui sort bientôt, la semaine prochaine, notamment Oh, le le top 5. teasing! Oh, il est beau! Ah, génial, j'adore! Le top 5 des plateformes d'immobilier tokenisées et fractionnées. Et voilà, donc et puis j'en parle quand même, c'est que des plateformes que vous connaissez sur ma chaîne, mais ouais, j'en parle Je souvent. ferai le Mais premier commentaire. Enfin, à moins que quelqu'un me batte. Quoique, non, si tu la il y sors aura le quand je dors, décalage ce serait. horaire avec toi, ça sera compliqué. Mais oui, non, non, honnêtement, il y en a, mais c'est vrai que bon, il n'y a pas trop de suspense, hein. Aujourd'hui, il y a un leader et derrière, ça avance, mais c'est pas non plus encore à la hauteur, malheureusement. Voilà. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus de plateformes qui vont s'internationaliser aussi parce que c'est bien l'Europe, mais voilà, hein. Et puis États-Unis, Europe, mais ce serait bien d'aller dans des pays émergents, comme ils disent. Et voilà, tout ce qui est BRICS et autres, ce serait pas mal. Ouais, émergent, mais qui est devant, devant le Euh, G7. Voilà, Tu on aime sais bien que leur dire émergent, mais en fait, ça fait c'est eux trois les ans. leaders. Ça fait 3 ans que je viens à Bali. Il y a 3 ans, quand je viens, c'est plusieurs mois. Quand je suis venu il y a 3 ans, les chiffres de l'Indonésie en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en pouvoir d'achat des Indonésiens vis-à-vis des Français, les Indonésiens sont passés devant les Français depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'ils sont payés beaucoup moins cher qu'en France, mais à la fin, ils ont un meilleur pouvoir d'achat que les Français. Et donc le PIB, en effet, on est encore devant, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Le qu'est-ce PIB. que l'on fait avec l'argent qui nous reste dans la poche. Et eux, c'est pour ça que émergent, si vous voyez sourire et tu as rebondi là-dessus, non, l'avenir, pour moi, le monde d'aujourd'hui, il est ici. Mm. C'est plus le monde de demain, c'est le monde d'ici, c'est le monde d'aujourd'hui. Au Ouais, non, niveau des c'est sûr. technologies qu'ils utilisent, la téléphonie, au niveau toute la technologie, elle est là. Elle est beaucoup moins normée, elle est beaucoup moins. Enfin, l'Europe, ils sont. En Europe, on produit quelque chose de magnifique, c'est des normes. Super. Je suis pas sûr que ça nous ramène beaucoup de chiffre d'affaires. Et bon, Non. ici, ils sont là en train d'innover ou de copier. Voilà, mais en tout cas, ils sont en train, ils avancent, ils avancent. Et moi, ce que j'adore, alors peut-être que j'avance, on parlera plus tard, mais c'est l'énergie des gens que je côtoie ici, que je vois d'une année à l'autre. C'est le sourire, parce que les gens, d'année une année à l'autre, c'est plus positif. Donc ici, c'est dommage de ne pas pouvoir investir avec ces micro-investissements parce que il y a des choses qui se font. C'est frustrant. J'ai une énorme frustration de ne pas encore avoir trouvé de plateforme en Asie, pourquoi pas en Afrique, en tout cas en dehors de l'Europe et des États-Unis. Ouais, je te rejoins et j'espère mon avis, ça va arriver, mais je te rejoins. Et puis, juste petit aparté, hein, le PIB,
Enfin, regardez ce qu'il y a dans le PIB français, hein, 60%. Je crois que les 2 tiers, c'est des prestations sociales, c'est l'État, c'est le public. Hein. Donc, en fait, le PIB français, il est manipulé, il est tout pourri. Enfin, bon, voilà. Allez, faire vos recherches. En plus, avant de fermer la parenthèse, tu sais quand même que dans le PIB français, tu as la prostitution et la vente de drogue. Ah, bon, bon c'est bien. Au moins, ils sont honnêtes. C'est bien. Ouais, C'est ouais. interdit, ils le font. Parfait. Bravo. C'est peut-être pour ça que c'est encore autorisé. Peut-être, ouais. Hein. Ok, alors avant de passer du coup à toute l'expatriation et tout ça, rapidement, un peu de bourse, un peu de crypto. Oui, la crypto, je crois qu'aujourd'hui, mon portefeuille doit être valorisé 30 ou 35 000 euros, je crois. Donc oui, la crypto. Alors, Après la la chute de crypto, cette nuit ou pas? alors, en fait, je suis mon trading, il est en mode à la semaine ou au mois. C'est-à-dire que si sur une heure, une journée, ça perd 10%, mes seuils de revente sont vraiment très, très éloignés et je gagne de l'argent. Enfin, je gagne pas tous les mois, je gagne pas tous les jours. Je gagne à chaque bull run, je rentre pas au début. Je vends quand ça commence à s'écrouler parce que j'ai un stop physique en général à ce moment-là. Et donc, ça me va, ça me suffit. Et puis, j'ai aussi un DCA pour pouvoir compléter des stratégies de trading. Donc, ouais, si ça chute de 5 ou 10%, moi, je suis tellement loin de… Enfin, voilà, je suis à l'aise. Et de toute façon, pour moi, c'est… Tu sais, j'ai une expression, c'est nos investissements, c'est soit on est en mode potager, soit on est en mode silo. Pour moi, le crowdfunding, c'est potager. D'accord? On plante des choses pour se nourrir. La crypto, elle n'est pas là pour se nourrir. Elle est là pour stocker, parce que bull run après bull run, enfin le Bitcoin en très partie. Enfin, pour moi, il y a le Bitcoin, il y a les autres. Mais le Bitcoin, pour moi, voilà, je mets ça dans un silo. Ma DCA, c'est pas là pour le revendre, c'est pas là pour faire de l'argent, c'est pour pouvoir transférer dans des années, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, un pouvoir d'achat que j'ai aujourd'hui, de toujours l'avoir dans 10 ans, même plus que, enfin, c'est plus que plus l'avoir, c'est voilà, mais c'est pas du tout. C'est pour stocker de l'argent, c'est un silo magique qui en plus fait grossir, voilà. Donc, tout ce qui est trading, ETF et crypto, je suis pas dans un mode potager, je suis en mode silo. Ok. Donc ça Très m'intéresse clair. pas de savoir que ça a perdu 5 ou 10% en une journée. Pas pour ça. Parfait. C'est pas un conseil, mais c'était quand même un conseil, honnêtement. Arrêtez de regarder tous les jours les cours qui montent, qui descendent. Enfin, honnêtement, ça n'a aucun intérêt, sauf si vous êtes trader. Mais bon, je pense pas que être trader, ce soit la meilleure chose. C'est très stressant et la plupart des traders perdent de l'argent, donc aucun intérêt. Un peu d'ETF aussi, du coup? Toujours en mode silo? J'ai en mode silo, et là, c'est une stratégie. Alors, je suis rentré il y a quelques mois, là, dès qu'il a lancé ça, dans la formation de Charles Gave, parce que c'est quelqu'un que je suis, qui m'inspire, et voilà. Donc, il a partagé une nouvelle version de son portefeuille que j'ai un peu boosté avec des cryptos. Voilà. Mais en fait, c'est des stratégies qui sont basées sur la stratégie Permanent Portfolio de Harry Brown. Je ne sais pas si tu connais ou si tu appliques. Donc, c'est des stratégies, moi j'appelle ça semi-passives. C'est en fonction des cadrans de l'économie. Bon, ben, il y a toujours quelque chose qui progresse. Et donc, en stratégie silo, c'est-à-dire pas pour le prochain mois, mais à échéance de 3 ans, on est toujours positif. Moins que le SP500, mais quand le SP500 fait moins 50%, on a beau ne pas regarder, on est quand même au courant et on le prend mal. Et en général, on revend avant que ça remonte. Donc là, au moins, c'est des stratégies. Puis une stratégie, parce que je suis un peu un geek aussi de la finance, j'ai créé, enfin, je suis allé m'inspirer, je suis allé fouiller dans des, comment on appelle ça? C'est pas des forums, c'est là où il y a les documents de recherche des universités américaines par rapport aux des sujets financiers. D'accord? Donc, il y avait des analyses, des études universitaires faites par des docteurs sur l'effet momentum, sur justement ces portefeuilles. Et donc, je suis allé regarder ça, je suis allé essayer de comprendre un peu de quoi ils parlaient. Et puis, petit à petit, je me suis créé ma propre stratégie que j'appelle PEAK, performante et anti-crise.
parce qu'en moyenne, depuis 2006 ou 2007, j'arrive pas à avoir des statistiques avant, donc c'est important d'avoir des longues statistiques. Donc, en tout cas, déjà depuis 2006 ou 2007, en moyenne, je suis à 14% par an. Et j'ai eu une année négative à moins 2,5. Voilà. Donc, c'est des stratégies un peu à la Ray-Brown qui me permettent de stocker pour long terme, donc en stratégie silo, en étant plus performant que le SP500 sur le long terme et en ayant, quand le SP500 a fait moins 50% en 2008-2009, ma stratégie n'avait pas bougé. Donc voilà, j'étais allé un peu chercher ce type de… Donc là-dedans, ça fluctue, mais j'ai entre 100 et 150 000 euros d'investis sur ces deux stratégies-là. Ok, bon, c'est quand même pas mal. Ok, très bien. Ok, bon, on va parler un peu de ta chaîne. Pourquoi tu t'es lancé? Pourquoi tu as créé ta chaîne? Et quel est ton objectif avec cette chaîne du coup? Alors la chaîne à l'origine, je crois, c'était pour, quand j'ai quitté Airbus Hélicoptère, c'était de parler de négociation, parce que j'étais acheteur et que j'avais utilisé ces skills, ces compétences dans mes projets immobiliers. J'ai bien négocié et je voulais en fait faire une chaîne YouTube pour derrière vendre du coaching, des prestations, de l'accompagnement ou des formations. Bon, c'est vraiment une micro-niche. Et puis, bon, au bout d'un an, j'ai stoppé ça. Et puis, j'ai transformé cette chaîne en partageant, en fait, ce qui est plus facile pour moi, parce que de partager mes investissements financiers, enfin oui, l'investissement, c'est plus facile parce que j'en fais en permanence. Les projets immobiliers et de partager les négociations, ouais, j'avais travaillé pendant 7 ans en tant qu'acheteur avec des grosses négociations chez Airbus. J'avais négocié pour des amis dans l'immobilier, pour moi, etc. Mais j'étais plus vraiment dedans. Et donc, je me suis dit, je vais parler de choses que… Puis, c'est à la fois partagé et aussi, comment on appelle ça, documenté. Je pense que tu as dû voir les vidéos, en général, c'est une fois par mois, où je fais un état de mon portefeuille. Pourquoi? Parce que ça m'oblige, on parlait un peu dans le fil de cette vidéo, de cette volonté chez moi de mettre le doigt dans l'engrenage et d'être embarqué. Ça fait mal parce que souvent, pas souvent je fais des erreurs, mais parfois je fais des erreurs. Donc voilà. Et c'est au moment où je documente, et parce que je m'oblige du coup à faire cette vidéo, je me dis, ah tiens, là, grâce à cette vidéo, je documente. Là, grâce à ça, j'ai compris que Land, fallait arrêter d'investir 5 000 euros par rapport au budget que j'ai chez eux. J'apprends et je partage mes apprentissages à partir d'erreurs. Les meilleurs apprentissages, c'est à partir des erreurs. C'est pour ça que je suis vraiment à l'aise de faire des erreurs. Alors après, j'ai 54 ans, je ne fais pas les erreurs de quelqu'un de 20 ans. Parce que quand tu disais par rapport aux gens de 20 ans ou 25 ans qui investissent dans le taux, ils ont raison. Parce que quand ils investissent 100% de leur patrimoine, si ça représente 5 ou 10 000 euros, s'ils se plantent, ils ont le temps de redémarrer. Moi, à 54 ans, toi, à bientôt 40 ans, on a une prudence qui fait que je suis toujours à l'aise avec le fait d'y aller en n'ayant pas tout compris, mais j'ai quand même derrière, en inconscient ou en logiciel, en tâche de fond, des choses qui me font faire quand même pas trop grosses bêtises. Et donc, cette chaîne YouTube, ça me permet de partager ces quelques bêtises que je fais encore. Moi, ça me fait sourire parce que je suis comme un gamin. C'est « Ah bah tiens, ah ouais, t'es stupide. » Non, t'es pas stupide, Jérôme. Tu savais pas, maintenant tu le sais. Donc, je continue à investir sur Land, finalement, mais je mets 1 000 euros par 1 000 euros. Et c'est ça, c'est cette… premier objectif, c'est de partager à la fois mes stratégies PIC. Alors, je parle très peu de ma stratégie PIC ces derniers mois, surtout de mes investissements. J'ai commencé à créer une plateforme pour pouvoir suivre, enfin, trouver les projets. C'est une plateforme en fait que j'ai créée à l'origine pour mes besoins. C'est que quand j'étais en phase de très grosse progression, tous les jours, il fallait que j'aille sur une quinzaine de plateformes pour voir s'il y avait des nouveaux projets. Alors maintenant, ça va, on a des emails de leur part. Donc
Et donc, du coup, d'aller sur la plateforme, de me connecter, d'aller lister tous les projets, d'aller analyser les projets, de voir les chiffres clés, parce qu'il fallait être connecté, rentrer dedans pour voir le LTV, voir la garantie, etc. Bah, je passais 1 heure. Et puis, bah, la plupart des jours, c'était 1 heure pour rien. Enfin, 1 heure pour rien. C'était 1 heure où je n'investissais pas. Donc, je me suis dit, je vais créer un outil qui va aller récupérer les projets. Je vais créer une base de données et puis je vais utiliser ça pour, aujourd'hui, je passe 2 minutes. Je regarde les projets d'aujourd'hui, tiens, il y en a 3, 5, 10. J'ai les chiffres principaux, voilà. J'ai même la vitesse de collecte que je me suis calculée automatiquement. Parce que Realty, ils sont très bien, mais je ne sais pas si tu as été l'an dernier dans leur projet, un des projets au Panama, où ça a mis 6 ou 9 mois pour arriver à la fin à dire, bon, finalement, on annule. Mais moi, mon argent, j'avais proposé de mettre 1 500 $. Ces 1 500 $, ils étaient bloqués, ils ne s'étaient pas investis ailleurs. Donc, je me suis amusé à calculer la vitesse de collecte dans cet outil-là. T'as bien. Donc, Tout à fait. et quand j'ai commencé à partager cet outil-là, par partage, par documentation, réflexe d'un entrepreneur, c'est que j'ai mis un bouton d'abonnement. Je me suis dit, bon, j'y crois pas, mais je vais mettre un bouton, voilà, si vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner, utiliser, voilà. Et au bout d'1 heure, j'avais un abonné. Ça donne envie Vraiment de en mode t'enfiler. joueur. Vraiment en mode gamification. C'est bon, tiens, je mets ça parce que c'est un réflexe. J'ai vendu des formations, je l'ai fait, voilà. Et ouais, et puis surtout, c'est que ça m'a permis de créer moi ce que j'appelle une communauté de pionniers sur lequel on échange. Ils me remontent des bugs où je leur dis tiens, j'ai pensé à telle fonctionnalité ou tiens, est-ce que vous n'êtes pas frustré là avec ce projet Realty de ne pas voir, d'avoir un… Ah ouais, ouais. Et si je crée la vitesse de collecte, go Jérôme, vas-y, fais ça en priorité. Donc ça permet de pas finalement faire un outil uniquement pour ma façon d'investir, mais pour le faire avec des gens qui ont leurs besoins. Et puis c'est mon rêve d'adolescent d'entreprendre. Donc, c'est là où, à nouveau, je me mets à travailler sur des choses que je ne comprends pas. Tiens, comment on fait pour coder, comment on fait pour… etc. Mais moi, ça m'enthousiasme. Je consacre du temps, d'énergie. Donc, cette chaîne, du coup, elle me permet de temps en temps à parler de cet outil-là et de pouvoir permettre à des personnes qui veulent l'utiliser, du coup, d'avoir les fonctions avancées parce que j'ai fait une offre… on appelle ça freemium, je crois. C'est déjà sans payer, voilà, tu as juste besoin de donner ton adresse email. Tu as accès à beaucoup d'informations. Tu as en fait, la liste des projets ouverts. Tu vas pas pouvoir suivre et analyser tes propres investissements, mais tu vas pouvoir déjà utiliser et avoir de la plus-value en version gratuite. Et puis, depuis peu, j'ai commencé à vendre. J'ai un stock de formation. Et surtout, là, je suis en train de livrer à ma première cohorte en direct une formation sur l'investissement pour se créer des rentes. Donc, j'ai étonnamment, c'est que je ne m'attendais pas à ça, 2 femmes qui sont clientes. Étonnamment, parce que dans ma chaîne YouTube, je suis entre 90 et 100% de mon public, vidéo par vidéo, qui sont masculins. Ouais, je sais pas, les stats, elles sont bizarres, hein, parce que moi aussi, ça doit être 98% d'hommes et des fois dans les commentaires, à moins que certaines personnes ont des pseudos féminins, mais pourtant, j'ai quand même pas, enfin, il y a quand même des femmes, donc 98-99% de femmes, d'hommes, pardon. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon. Du coup, tu l'as créé pour partager, et ça, je pense que c'est un peu le but de nous tous, hein, c'est partager aussi avec des gens, avec voilà, partager nos erreurs, et ça, c'est hyper important vraiment, et c'est comme ça qu'on apprend, comme tu l'as dit, et je te rejoins dans le fait que Partager, parfois, ouais. partager, et puis aussi dans les commentaires. Tu as des gens qui vont m'ouvrir les yeux sur des choses que je fais mal finalement. Donc il y a vraiment cet échange. C'est vraiment génial. YouTube en particulier, ouais, c'est vraiment cet échange. Alors moi, je ne dis pas communauté parce que moi, une communauté, c'est en physique, on se voit, des événements physiques. J'ai du mal, mais en tout cas, quelque part, c'est vraiment une communauté virtuelle. En tout cas, c'est des échanges. Je partage, les gens me font des retours, me font des commentaires positifs comme négatifs, des suggestions d'amélioration. Et ça, du coup, c'est vraiment… je trouve que c'est important de donner aux autres. Tu sais, les anglo-saxons, ils disent il faut toujours… il y a une vidéo qui va sortir où j'ai repris les lois du succès
d'un Québécois, il n'est pas connu en France, Eugène Tassé, qui est parti de zéro à l'âge de 80 ans, il avait 1200 appartements et 5 centres commerciaux. D'accord? Donc, quand quelqu'un partage dans un livre, tu lis. Tu vois ce que je veux dire? Et sa règle numéro 2, mais ça c'est très à l'anglo-saxonne, c'est donner 10% de son temps ou de son argent. Bon, en France, le système, il est tellement généreux, on donne tellement à l'État qui est redistribué, que moi, de me dire je vais donner 10% de mes gains à l'État, non, ils sont déjà pris largement assez, j'ai pas en retour. Bon, mais par contre, pour moi, bien sûr, la chaîne YouTube me permet de trouver des nouveaux clients, voilà, mais c'est surtout, moi, depuis des années, c'est comment est-ce que je peux redonner à des gens qui sont, pas en retard, mais qui sont au stade où j'étais il y a un an. De redonner. Et puis, peut-être 95% des gens vont utiliser ça sans être mes clients. Et du coup, je redonne de manière généreuse, comme voilà, cette loi numéro 2 du succès de Jeanne Tassé, c'est savoir donner 10% de ton temps, de son argent là. Et ça, je trouve que c'est très important parce que c'est l'histoire du karma. C'est ce que tu donnes te revient d'une autre manière par une autre personne. Et puis surtout, ça te donne une énergie, je trouve, de positive, voilà, d'être dans le don, le partage. Dans 90 ou 95% des gens qui me suivent, qui ne deviennent pas de mes clients, et ben, du coup, je trouve ça, c'est partie des choses, des valeurs nobles que l'on doit nourrir en soi, quoi. Parfait. Très, très beau message et que je partage avec toi. Du coup, ouais, c'est quoi tes objectifs avec la chaîne? Est-ce que tu t'es mis des objectifs ou honnêtement, peu importe et tu trouves déjà que c'était une très, très belle aventure et voilà, tu t'es pas mis genre je veux 5000 abonnés, 10 000 abonnés ou tant de Non. revenus avec la chaîne? Oui, alors moi, c'est plus par rapport à un objectif de revenu. Je crois que je te partageais tout à l'heure que ma version 2 de mes objectifs de vie, c'est de générer 3 000 € de rente mensuelle avec mes investissements type crowdfunding, crowdlending. Et je me suis mis comme objectif par rapport, pas spécialement ma chaîne, mais par rapport à mon côté entrepreneuriat, le SaaS, les formations, d'arriver dans le prochain trimestre, donc à fin mars, à 1 000 € par mois pour comprendre en fait comment ça fonctionne. Donc c'est je considère que c'est pas un objectif super ambitieux, mais ça me permet surtout de savoir où est-ce que je peux être utile, quels sont les besoins des gens. Tu vois, il y a un mois avant de faire ma formation, dans mes vidéos, je disais voilà, je vais préparer une formation, on s'appelle. Il y a des gens qui m'ont appelé et j'ai dit vous êtes déjà investisseur, c'est quoi votre problématique? Vous voulez devenir investisseur pour que je sois utile, c'est pas. Et puis moi, mes formations, je les vends en direct. Enfin, je les vends en direct. Je les livre en direct. Je veux vraiment que les gens. J'ai été formateur. Ma premier métier, ça a été formateur. Il y a un truc qui me frustre avec les formations en ligne en tant que formateur, c'est de pas avoir le feedback des gens. Bref, donc ta question, c'était par rapport à l'objectif. Objectif en abonnés, non, parce qu'il y a un truc que j'ai compris. Si on parle vraiment marketing, le YouTube game, si on veut à un moment vendre de la formation, accompagner les gens, on n'a pas besoin de milliers d'abonnés. C'est pas ça qui fait la différence, c'est le lien de confiance que l'on crée avec les gens. Les gens se disent, par exemple, tiens, tous les mois, bah, toi, je sais que tu fais des vidéos récurrentes, et donc tu partages des choses, et c'est là où les gens se disent, bah tiens, lui, je vais l'écouter un peu plus. Et si à un moment, je peux avoir un avis ou un pas à pas, bah, c'est plutôt avec lui qu'avec un autre où j'ai juste vu une vidéo. C'est vraiment, on a besoin c'est une vraie confiance. Voilà, et c'est pour ça que moi je suis transparent sur mes bêtises, sur mes gains, sur mes pertes, parce que c'est important que les gens, quand ils veulent après éventuellement, soyons fous, me faire travailler, bah, voilà, qu'il y ait cette relation de confiance dès le début, quoi. Donc, c'est pas un objectif du nombre d'abonnés, c'est plus un objectif de comprendre le besoin des gens, de savoir là où ce que je peux leur être utile, et puis d'arriver entre l'affiliation, l'abonnement à ma plateforme et puis les ventes de formation à 1 000 € par mois. Ok, bon, très clair. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec toi, aligné là-dessus, quoi. Enfin, c'est pas la quantité, mais la qualité qui compte. Enfin, je sais qu'il y en a plein qui ont beaucoup d'abonnés, mais voilà, beaucoup de haters, beaucoup de
de gens à gérer comme ça. Enfin, c'est assez négatif. Sincèrement, moi, c'est pas ce que je veux. Voilà, je préfère construire la communauté de façon pas à pas et, comme tu l'as dit, en effet, faire des rendez-vous. C'est ça l'objectif, c'est de faire des rendez-vous et retrouver. Voilà, il y a des gens qui vont préférer tel type de vidéo, il y en a qui vont préférer tel type de vidéo. Et je suis pas là pour forcément faire des vidéos qui vont, comment dire, parce que faire celle-là pour que ça fasse de la vue, enfin, clairement, moi, ça m'intéresse pas. En effet, enfin, il y en a, j'ai fait, et dès que tu tapes un peu sur la France, même si je vais en faire Ouais. des trucs, mais parce que ça m'intéresse, mais je vais pas le faire parce que voilà, pour faire de la vue. Enfin, voilà, comme je dis, l'arnaque de la flat tax, limite, je crois que c'est la vidéo qui a fait plus de vues chez moi et direct, ça a fait, ça, voilà, ça pump. Mais voilà, tu vois, en effet, moi, je fais des rendez-vous un peu soit hebdomadaires, soit mensuels. Et c'est même pas les vidéos qui font le plus de vues, mais je trouve qu'en fait, le lien créé avec la communauté, avec certaines personnes, tu vois, qui commentent à chaque fois, en fait, c'est ça le plus Ah, qui important. reviennent. Et j'ai des gens très fidèles. Et enfin, vraiment, je fais la chaîne pour ça. Et voilà, si j'ai 10 000 abonnés, j'ai 10 000 abonnés. Mais vraiment, c'est pas du tout un objectif. Et limite, même 10 000, j'ai pas envie, quoi. Enfin, max 5 000, parce qu'après, c'est trop de problèmes, c'est d'autres problèmes. Et ça m'intéresse pas, quoi. Enfin, je trouve que c'est pas forcément l'intérêt. Ok, et ben, Tu sais que sur YouTube, il y a une Ouais. statistique que je trouve très intéressante, c'est en fait le nombre de personnes qui reviennent. Parce que les abonnés, tu sais, le principe d'abonnement sur YouTube, avec la cloche, ceci, cela, en fait, c'est l'algorithme de YouTube qui va faire qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce type de contenu et qui s'intéressent à tel YouTuber. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, enfin, de gens comme toi et moi qui partageons. C'est l'algorithme qui fait, et l'algorithme, on ne trompe pas, quoi. C'est pas en faisant des faux abonnés ou en faisant des contenus trop régulièrement à Putaclic. clic. Ouais, voilà. Mais en fait, pour moi, c'est ça que je regarde, c'est les gens qui reviennent. Et ça, tu les as dans les statistiques de YouTube. Pour moi, c'est ça qui est important. C'est est-ce que les gens reviennent? Est-ce qu'ils ont trouvé dans la valeur dans une vidéo, deux vidéos, trois vidéos? Est-ce qu'ils ont commenté? Comment on a interagi? Et ça, je trouve ça, voilà, ça c'est intéressant. On échange, on donne de la valeur et on reçoit de la valeur. On reçoit des conseils, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc, j'adore. Oui, oui, Moi, non, j'adore. enfin, c'est juste pour faire une vidéo devant son écran et qu'il n'y ait pas de suite. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Après, voilà, il y en a qui le font. Pas de souci. Chacun, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Ok. Et ben, on clôt le sujet YouTube et là, on va parler rapidement d'expatriation, ta vie de rêve. Voilà, tu nous as un peu parlé de tout ça, mais je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Euh, c'est quoi ta vie de rêve? Vraiment, ce terme, parce que ça vient de ta chaîne, c'est quoi ta vie de rêve? Tu nous as un peu dit en intro, mais dans les grandes lignes, enfin, compare par rapport à ta vie de salarié en France avant. Qu'est-ce que tu imaginais quand tu étais dans ton bureau, voilà, ça, avant ton burn-out et autres? Comment tu imaginais ta vie de rêve? En fait, ma vie de rêve, depuis très longtemps, elle est sur un bateau. D'accord. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir naviguer c'est quoi, 7 ans sur un bateau à voile parce que j'habitais en bord de mer, donc il y avait le club de voile. À 10 ans sur des bateaux à moteur. Je suis en amour fou pour la mer. C'est ma passion. D'ailleurs, j'ai essayé d'en faire un business pendant 5-6 ans. J'ai dû emmener peut-être 500 ou 600 personnes en mer à travers différents types d'événements. Et j'ai pris la leçon, la passion, je la laisse de côté. Tu la vis sans en faire un business, parce que ça commençait à me détruire. Mais voilà. Donc, c'est ma passion depuis que je suis petit. Quand j'ai commencé à m'intéresser à mes finances personnelles, quand j'étais chez Airbus, et que j'ai commencé à structurer mes dépenses, mes recettes, etc. La première chose que j'ai fait, c'est j'alimentais tous les mois un compte pour me payer des stages de voile, parce que j'ai surtout fait du bateau à moteur depuis que je suis petit. Et j'ai financé ça. Et depuis, j'ai navigué beaucoup. Euh, donc, mon objectif, c'est… Enfin, pour moi, le voilier en particulier, c'est la liberté. C'est là où on se rejoint sur les valeurs. C'est la liberté absolue. Et c'est pour ça que j'aime bien ce terme de souveraineté. La liberté en tant que telle, la définition, elle ne me suffit pas.
Parce que pour moi, la vraie liberté, c'est sa capacité de choisir ses propres contraintes. La liberté absolue, ça n'a aucun Elle sens. n'existe pas. Mais Je elle fais ce n'existe que pas. je veux quand je veux. Elle n'existe pas. Tu peux faire ça pendant un mois, pendant un an, mais tu te détruis si tu refuses toutes les contraintes. La vie est faite de contraintes. Arriver à réaliser un projet, ça veut dire des efforts. Ça veut dire des contraintes. Et vivre sa vie de rêve, construire sa vie de rêve, c'est un méga projet. Et donc, il faut accepter les efforts, il faut accepter les contraintes. Par contre, la souveraineté, pour moi, c'est juste de me dire, c'est moi le maître à bord. Je suis le capitaine. C'est-à-dire que j'ai les contraintes, j'ai les tempêtes, j'ai la carte du monde, je fais en fonction des éléments. Je sais quel est le véhicule que j'ai, c'est moi, mon corps, mon mindset, éventuellement mon bateau, si on prend l'allégorie du capitaine sur son bateau. Je sais qui je suis, je sais où je suis, qui je suis, où je suis, et je sais où je veux aller. Et je sais ce que je veux vivre. Et pour moi, j'ai besoin de créer cette souveraineté. La souveraineté, c'est-à-dire que je ne veux pas être limité à une zone géographique. Je ne veux pas être emprisonné en France. Et pour moi, j'utilise bien ce terme-là parce qu'en 2020, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ces 3 mois, je l'ai senti, mais dès le début, je suis emprisonné, sans crime, sans jugement. Mes valeurs liberté ont été très challengées. Emprisonné, sans crime, sans jugement. Et c'est pour ça que, après, j'appelle ça l'effet pain de savon. J'ai été tellement serré pendant 3 mois que dès que c'était fini, j'ai acheté un fourgon aménagé, je suis parti en Estonie. Voilà, la France m'a fait ça, Et je ne l'oublierai jamais. Et moi, je veux rester souverain, c'est-à-dire que où est-ce que je peux vivre. C'est sûr que d'aller vivre en Estonie, c'est pas là que j'ai vécu ma vie de rêve à naviguer à la voile. Mais c'était une étape, c'était les efforts à faire pour construire cette vie-là. J'y suis resté 2 ans, j'ai visité le Portugal parce que c'était voilà. Et pour moi, c'est ma vie de rêve, c'est la Polynésie. Il y a des efforts, il y a des travails à faire, il y a à donner de la valeur, en recevoir une petite partie en échange, il y a à investir et puis créer un business, entreprendre. Et puis à un moment, de pouvoir être en capacité de louer ou d'acheter un catamaran et de pouvoir vivre le plus longtemps possible cette passion-là, qui sera peut-être, qui durera 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de ne pas partir de cette terre sans avoir vécu mes rêves. C'est de donner les efforts, de faire en sorte que je réalise le rêve que j'ai depuis que je suis tout petit, et puis aussi de partager ça pour que d'autres puissent se dire, OK, c'est possible. Ouais, il explique qu'il y a des efforts. Il est chiant, Jérôme, il parle d'efforts, c'est pas cool. dans la vie, il y a toujours des efforts à faire. Hein. La oisiveté, ça n'existe pas. Enfin, arrête l'image. Enfin, ça n'existe pas. Peut-être que ça existe, mais honnêtement, je pense que c'est même pas sain de juste là être sur son transat tranquille au bord de la mer et de rien faire de la journée. Je pense que c'est pas sain et c'est pas dans la nature humaine, quoi. Enfin, je pense pas que vous allez vivre longtemps comme ça. Enfin, vous allez vous faire chier. Et 2, je pense que ton corps, il a besoin d'activité, il a besoin d'être stimulé, il a besoin, voilà. Donc, on a besoin de se mettre des challenges, voilà, pour avancer et construire, comme tu l'as dit, construire de nouveaux rêves, construire des choses, et voilà. Et encore une fois, atteindre ses objectifs. Je pense que c'est ce côté stimulant, ouais, de l'esprit et du corps et tout. Je pense que c'est vraiment des notions vraiment importantes et Quand tu fais des voilà. efforts pour tes propres projets, c'est génial. Quand tu fais des efforts pour un patron et éventuellement tu n'es pas récompensé, tu n'es pas augmenté, tu es humilié, etc. Je l'ai vécu ça dans ma carrière. Pourquoi faire des efforts? Bon, même là, je faisais des efforts parce que je considérais qu'il fallait que challenge, que je continue à apprendre, le temps de trouver d'autres solutions. Mais regarde dans le dictionnaire, le mot effort, il vient avant le mot résultat. J'aime bien cette blague. Elle est bien, elle est bien. L'effort vient avant le résultat. Si on veut des résultats, si on veut réaliser notre vie de rêve, ça passe par des efforts. Et c'est OK parce qu'en fait, on fait des efforts par rapport à ce qui est important pour nous. Donc, à la limite, ce n'est pas vraiment des efforts. On sait que c'est des choses agréables, souvent désagréables. Ouais, mais en tout cas, c'est des choses que l'on sait devoir faire parce qu'on n'obtient rien sans rien. Enfin, bon, voilà. Il ne faut pas avoir cette image parce que bon, c'est aussi une critique souvent faite sur les réseaux sociaux. On voit toujours
la finalité, on voit tout le temps le résultat, justement, souvent, même si parfois c'est fake. Mais en fait, on ne voit pas tout ce qu'il y a eu derrière, enfin voilà, tout, en effet, les efforts qu'il y a eu, les échecs, les moments très compliqués. Ça, c'est rarement documenté. Ce que nous, on essaye de faire, en tout cas, justement, sur nos petites chaînes, entre guillemets, voilà, encore une fois, on montre tout le parcours. Et il y a des moments, bah, on le dit, hein, on fait des erreurs, tout n'est pas parfait. Et voilà, on est des humains, on est faillibles. Voilà, tout n'est pas nickel, mais en tout cas, voilà, il faut bien comprendre que tout ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et voilà, ça, il faut le comprendre. Et je pense que c'est des valeurs à comprendre. Juste, il y a une notion que tu en as parlé, notamment liée à la France, notre beau pays. Aujourd'hui, si je comprends bien, enfin, tu l'as dit d'ailleurs, tu es toujours résident fiscal français. Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant financièrement. Ok. Moi, j'ai une partie de mon patrimoine qui grossit via des stratégies ETF. Mais il grossit. Je n'ai pas nécessairement des plus-values réalisées. Donc, je n'ai pas d'impôt là-dessus. Mes investissements en crowdfunding, il y a un an, c'était quoi, 10 ou 20 euros par mois. Bon, là, c'est sûr que pour 2025, je vais dépasser les 1000 euros par mois. Je vais atteindre peut-être les 1500, les 2000 euros. Donc, on va se poser la question, mais à 1000 euros par mois, je suis dans la première tranche d'imposition. C'est-à-dire, je Oui, tu n'as paye pas de revenus, toi. 0% d'impôt et je suis à 17,2 17,2 sur de impôt prélèvements sur sociaux. 17,2. Voilà. Je suis à 0 sur l'impôt sur les revenus, à 17,2 sur les impôts issus du crowdfunding, etc. Et Donc tu as les finalement, 40% aujourd'hui, d'abattement. Enfin voilà, parce que tu dois être au barème donc progressif, du coup. Pas de flat tax. Donc c'est là, bien. la France, c'est un pays génial quand tu n'as pas vraiment de revenus. Et même quand tu es rentier, parce qu'aujourd'hui j'ai un capital significatif, mais que les stratégies que j'ai utilisées font grossir les cryptos, je n'ai pas vendu. Donc, c'est des choses, c'est un stock. Ce stock-là n'est pas taxé pour l'instant. Donc, résidence fiscale en France, ça fait sens parce que du coup, c'est simple. Du coup, mon activité, très simple, j'ai créé un statut d'auto-entreprise ou micro-entreprise en France. C'est très simple, pas besoin de m'embêter. Même si, parce que j'étais en Estonie, j'avais créé aussi là-bas une structure, mais je n'ai pas le droit d'utiliser en tant que résident français pour des ventes en France. Ok, les règles sont claires. Mais la prochaine étape, ça serait peut-être l'île Maurice, c'est ça que je veux aller vérifier, parce que je vais commencer finalement à payer, alors pas, on va dire, énormément d'impôts, mais c'est que l'argent que je vais dépenser à l'État, vu que je n'habite plus en France, je n'ai rien en échange aujourd'hui. Mm. Donc, si je paye 200 ou 300 ou 500 euros d'impôts tous les mois à la France et que j'ai rien en échange, se pose la question déjà de ne pas les dépenser et puis d'aller m'acheter une assurance santé internationale qui coûte de l'argent. Mais là, du coup, j'aurai un budget. En fait, c'est ça, faut regarder là où on est le mieux traité. Quand tu n'as pas vraiment de gros revenus, toi, tu es salarié, je pense, tu es employé, c'est ça? Oui, exactement. Donc, moi, je ne suis pas dans ce cas-là. C'est vraiment. Aujourd'hui, mes revenus, c'est essentiellement le crowdfunding, le crowdlending. En un an, je suis passé de 10 à 1000. Donc là, on va se poser la question. Mais pour l'année 2024, ce n'était pas un problème. Donc, c'est pour ça que je suis toujours résident fiscal français. Ce qui étonne beaucoup, parce que j'ai fait aussi quelques vidéos il y a un an. Ouais, je vais un peu taper sur la France, etc., sur une autre énergie qu'aujourd'hui. Et il y avait, ouais, toi, tu seras bien content de revenir en France. Pour te soigner, bien Avoir sûr. pour te soigner. Ouais, mais moi, je paye en France. Euh, Donc, j'espère bien euh, que je serai soigné. Mais bon. Enfin, tu seras pas Mais bon soigné. Enfin, bon, je vais pas raconter ma vie, mais en ce moment, l'histoire d'hôpital, enfin, c'est juste une cata. C'est juste, en voilà. plus. Bon, peu importe, on va pas épiloguer là-dessus. Mais ok, en fait, c'est très clair. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet rarement abordé dans ce sens-là. En effet, comme tu n'es pas salarié, tu n'as pas vraiment de revenus, entre guillemets. Et en fait, comme tu es dans la tranche, enfin 0% d'impôt, il y a toujours les prélèvements sociaux, finalement, t'es pas mal. Si tu es 40% d'abattement, comme ça, tu es à même moins de 10% d'impôt. Donc, en effet, c'est pas mal. Parce qu'en effet, même en Indonésie, je ne connais pas l'Indonésie, mais des pays
comme même la Thaïlande ou autre, avec tes revenus, tu serais imposé plus. Donc en fait, ce serait pas mal. Oui, la Thaïlande a sorti des nouvelles normes. Mon frère habite en Thaïlande, donc il est impatient de voir comment ils vont gérer ça, hein, parce que l'administration fiscale thaïlandaise, c'est pas l'administration fiscale française. Bref, là, aujourd'hui, j'ai un visa d'1 an en Indonésie qui peut être renouvelé. C'est le visa Remote Worker. C'est un Ouais. visa où je peux travailler pour une entreprise en dehors de l'Indonésie. Donc, je travaille pour ma micro-entreprise ou mon entreprise en Estonie. Je ne suis pas taxé ici. Je suis taxé dans mon pays de résidence fiscale. Et je peux rester jusqu'à 1 an et je peux renouveler plusieurs années. Donc là, pas de souci. Mais la question, c'est lorsque je voudrais arrêter de payer des impôts en France, l'Indonésie, non, les impôts, c'est par rapport aux tranches dans lesquelles je serai, ça sera, je crois, autour de 25%. Pas spécialement intéressant par rapport à la France. Non, ça c'est clair. On a toujours cette image justement que c'est mieux ailleurs, mais non, tout n'est pas forcément mieux ailleurs. Par contre, l'île Maurice, Il faut, c'est un peu mieux. Ouais. en fait, ouais, il faut. Tu sais, moi, pour tout ce qui est fiscalité, j'ai fait appel à un spécialiste, j'ai fait appel à une avocat fiscaliste lorsque je suis revenu d'Estonie à la France. De prendre des bonnes décisions, c'est tellement, je veux dire, toi, tu es en couple, tu as des enfants, un ou des enfants. Moi, je suis célibataire, tu es en France, je suis pas. Enfin, et en fait, tout ça, c'est tellement complexe. Et puis, en fonction de là où on est, là où on veut aller, etc., qu'il faut passer par des professionnels. Il faut jamais hésiter à payer des consultations parce que les conseils que l'on va avoir, nous ne pourrons pas les avoir dans une chaîne YouTube, même de quelqu'un qui est un spécialiste. Même nous, quand on partage de finances, on partage d'investissement par rapport à notre façon d'investir. Et on Par ne peut rapport à pas nous, à notre s'adapter aux situation. gens. Mais ouais. Voilà. Et la fiscalité, c'est pareil. Et c'est là que tu trouves finalement que y a des choses que tu n'avais jamais entendu parler, qui existent, et puis tu prends ce qui est le meilleur pour toi, quoi. Ouais, non, mais enfin, voilà, tout le monde, je pense que tu as la même chose sous tes vidéos aussi. Tout le monde dit, ah bah la fiscalité, c'est quoi? La fiscalité, c'est quoi? Mais en fait, la fiscalité, elle dépend tellement de choses. Enfin, c'est en effet où tu vis, ça dépend de ta situation maritale, entre guillemets, enfin, tes enfants, si tu es en société, si tu es en personne physique ou morale. Enfin, en fait, c'est dépend, mais vraiment de beaucoup de choses. Et enfin, donc, il y a pas une règle. Et s'expatrier, ça rajoute une complexité également avec le pays, les règles du pays, et voilà. Et il y a beaucoup de pays dans le monde, donc voilà, ça fait beaucoup de possibilités différentes. Ok, c'est très clair. Donc, j'ai envie de te souhaiter, en tout cas, un bon vent. En tout cas, j'espère que tu vas aller rapidement à l'île Maurice et tester et atteindre cet objectif. Et après, du coup, en Polynésie française, enfin, pas que française d'ailleurs, la Polynésie au global. Mais voilà, vraiment, en tout cas, des très beaux objectifs que je te souhaite d'atteindre. Et j'ai aucun doute que tu vas les atteindre. Et puis, toi, le jour où vous partirez, peut-être qu'on se croisera sur terre ou sur mer pour continuer ces belles discussions avec très grand plaisir, en tout cas. Eh ben, Merci beaucoup pour ton invitation. Ça m'a fait grandement plaisir d'échanger avec toi et de partager. bon, merci pour ton temps, vraiment. Et puis, encore une fois, je mettrai en description les liens sur ta chaîne. Donc, allez vous abonner aussi. Voilà, c'est très important. Et ben voilà, et on se voit bientôt. Allez, à ciao pour une prochaine vidéo. Bye. Elle dit coucou, regarde, là, t'es une star, tu passes sur YouTube, Luna. Regarde, t'es une star internationale. Fais coucou.